Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session, 6e session et avant-dernière session du Forum des Aveugles en 2023. Hier, on a eu Guillaume Desjardins qui nous a parlé de son métier de réalisateur, d'auteur, producteur. Et aujourd'hui, je suis avec Skyern. Comment ça va ? Bah écoute, je suis un peu dégoûté d'une part parce que je me suis mal rasé tout à l'heure, donc là sur ma joue gauche, je suis coincé. Et la deuxième, c'est que j'ai fait une petite connerie de dernière minute et du coup, il fallait que je redemande l'accès là sur Discord et je vois que t'as Ah corrigé. mince, oui, Encore. vas-y. Attends, je t'invite, voilà. Voilà, hop là. Parce que j'avais essayé de mettre sur le téléphone pour voir un aperçu. Et en Et fait, ça n'a point marché. j'ai fait n'importe quoi. Bon, du coup, Skyern, on va revenir un peu sur tout ton parcours du début là aujourd'hui. Du coup, c'est quoi exactement ce que tu fais dans la vie, pour faire simple ? Ce que je fais dans la vie, je prends l'apéro. Ouais. Et non, en fait, je suis ingénieur du son / chef opérateur son parce que je différencie vraiment les deux entre le côté ingénieur du son de manière générale sur tout ce qui est, je sais pas, on va dire des concerts, du mixage, du studio, ce genre de choses, et le côté audiovisuel où là, je fais vraiment de la captation son, où je dirige plus ou moins des assistants son, où je fais la couleur du film, on va dire. Et voilà. Et après, à côté de ça, je fais de la musique et je fais deux, trois petits trucs à droite à gauche. J'ai plein de hobbies. Ouais, tu fais beaucoup de choses en fait par rapport au son. Au final, c'est quoi aujourd'hui ce que tu fais le plus parce que tu travailles dans l'événementiel, tu travailles dans le cinéma, tu fais de la musique. C'est quoi ton Ouais. métier majoritaire, on va dire? On va dire ce qui me fait vraiment, vraiment gagner ma vie, c'est de bosser comme ingénieur du son, aussi bien en audiovisuel qu'en événementiel. Et après, les petits trucs à droite à gauche, ça va être ma chaîne YouTube, ça va être la musique, ça va être des, des autres prestats, comme par exemple de la captation vidéo, du montage. Je fais un peu tout. Mais ce qui me fait vraiment gagner ma vie, c'est le son. Ok. Bah écoute, Céline, on va revenir un peu du coup, comme je disais, sur tout ton parcours, du tout début. Et le tout début, Oui. c'est quand on découvre le milieu. Comment toi, ça t'est venu à l'esprit de faire la musique, de bosser dans le son? Alors en fait, je fais du son grâce à la musique. Et je fais de la musique parce que mon père faisait de la musique, du coup je l'entendais jouer quand j'étais gamin et je voulais reproduire ça, enfin je voulais en faire aussi. Donc je me suis plongé là-dedans et je séchais les cours pour répéter, je faisais des concerts un peu à droite à gauche et tout. Et au bout d'un moment, j'ai été confronté au problème de je veux faire que ça de ma vie. Je veux être musicien, je veux percer dans la musique. Spoiler, ça n'a pas marché. Et à l'école, je travaillais plus. Vraiment, j'avais demandé à redoubler ma troisième pour pouvoir faire que de la musique, justement, comme je connaissais le parcours scolaire. En fait, il faut savoir que j'étais un très bon élève, j'étais toujours dans les 5 premiers de la classe. Et donc, quand je suis arrivé en troisième, je me suis permis de redoubler ma troisième pour faire que de la musique. Au final, je suis quand même passé en seconde. Je suis allé en seconde générale mesures physiques et informatique. Et là, ça a été un petit peu la bataille pour essayer d'arrêter l'école parce que la CPE voulait pas que j'arrête et du coup, en gros, je suis resté un trimestre au lycée et j'ai eu 90 absences non justifiées pour dire à quel point j'y allais Ouais. pas. Je séchais quasiment tous les jours.
chose à ne Ok. pas faire. Et du coup, on a trouvé un deal avec la CPE, c'est que je reste scolarisé parce qu'on sait jamais si l'année d'après je voulais reprendre les études ou n'importe quoi. Donc je reste scolarisé, mais je vais faire un stage dans quelque chose qui me plaît. Sauf que moi, ce qui me plaisait, c'était que la musique. Et je Ouais. pouvais pas faire un stage dans la musique. Genre, tu peux pas aller voir, je sais pas, les salles de concert, leur dire salut les gars, je fais un stage dans la musique, est-ce que je peux jouer en concert là et devenir riche et célèbre? Ils vont me dire non. Du coup, je savais pas quoi faire. Ma mère avait un contact qui avait un contact à la régie son et lumière de ma ville. Donc on m'a envoyé bosser comme régisseur son et lumière là à Rosny-sous-Bois. Et du coup, j'ai appris le son et la lumière en même temps. Et ça devait être un stage de 6 mois à peu près. Et ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai abandonné au bout de 3 semaines. Et en fait, maintenant, je me retrouve à bosser dans le son parce que petit à petit, j'ai eu besoin de mes connaissances en son dans la vie, comme par exemple pour faire des concerts, pour des marchés, il fallait que j'ai des démos, des Mm. maquettes. Et les studios d'enregistrement coûtaient beaucoup trop cher. Du coup, bah, je me suis servi de mes connaissances en son pour m'enregistrer. C'était pas parfait, c'était loin d'être parfait, mais ça m'a permis de m'enregistrer, de m'autoproduire et de pouvoir faire des concerts, des marchés à droite à gauche, trouver un label, commencer à vivre de la musique. Mm. Et après, petit à petit, bah, la musique, j'en survivais. Parce que c'est un milieu qui est saturé, qui est extrêmement compliqué. Et à ce moment-là, il fallait que je me trouve un petit boulot. Donc j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et après, j'ai des potes qui avaient besoin d'un ingé son sur leur concert. J'ai des potes qui avaient besoin d'un ingé son pour les enregistrer. J'ai des potes qui se lançaient dans leur premier court-métrage. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour percher, faire de la prise de son dessus. J'avais pas de matériel, mais du coup, bah, eux, ils avaient du matos à disposition et bah, je venais en tant que technicien avec le matos qui était sur place. Ils me rémunéraient vite fait, ils me donnaient un petit billet au black et au fur et à mesure, je me suis constitué un petit capital, on va dire. J'ai investi dans du matériel et je me suis retrouvé à être ingénieur du son à temps plein parce que j'ai créé mon auto-entreprise après en 2018 et la suite, on va la savoir dans pas trop longtemps. Dans pas trop longtemps, ouais, exactement. Pour revenir justement sur ce stage, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce stage, tu l'as fait un peu dans le domaine que tu bosses aujourd'hui, dans la régie son et lumière, et t'as pas du tout aimé. Du coup, c'est quoi la différence entre ce que tu as fait à ce stage-là et ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimais pas en fait à l'époque? Bah, en fait, ce que je dirais que j'aimais pas, c'est le fait que quand t'es plus jeune, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie et bah, ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que aller sonoriser des artistes, ouais, ça va, c'est cool, mais aller sonoriser les vœux du maire, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Et genre être là dans une salle de conférence à attendre toute la journée, enfin toute la journée. C'est faux parce que quand c'est corporate, on fait très peu d'heures, mais à attendre 2 3 heures que un discours ennuyeux se passe et que après tu dois remballer le matos, tout ramener au local, sachant que le local il était à 2 km et que bah, j'avais pas de voiture quand j'étais ado, du coup bah, soit je devais y aller à pied sous la pluie parce que j'habite un endroit où il pleut tout le temps, Mhm. soit je devais compter sur ma voisine et donc sur ses horaires de boulot pour qu'elle passe devant chez moi, qu'elle m'emmène là-bas et je me débrouille après pour rentrer. Donc c'était un petit peu galère et ça me plaisait pas trop ce monde du travail où tu avais toujours les mêmes horaires et tout parce que c'était quand même dans une boîte, je crois qu'on faisait 9h 17h ou un truc comme ça, c'était quelque chose d'assez carré. Ouais. Alors que maintenant je suis sur des projets où les horaires c'est n'importe quoi, je peux aussi bien bosser de matin que de nuit, que le soir, que n'importe quoi, enchaîner les projets genre 2 mois sans pause ou je fais un jour et j'ai 2 semaines de pause. Et Mhm. ouais, ce qui me plaisait pas, c'était peut-être le côté horaire de bureau, tu vois. Il y Ouais. avait ça et le fait que bah, je débutais là-dedans, j'avais zéro connaissance et du coup, bah, je me chargeais juste de faire ce que mes collègues me disaient de faire. Je prenais pas les décisions moi. Mhm. Voilà. Donc du coup, tu sors de ce stage. C'est là où du coup, si tu arrêtes le lycée, tu arrêtes complètement les études. Euh, du coup, à partir de là, tu te disais que t'aimais pas le son, t'aimais que la musique au final. C'est ça, t'aimais pas vraiment faire Ouais. bosser vraiment en exploitation. Donc, quand t'es sorti de ce stage, que t'es sorti de ce lycée, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, t'as continué la musique et petit à petit, t'es revenu justement sur Alors ouais, j'ai toujours continué la musique et je suis revenu là-dessus petit à petit, comme je t'ai dit, parce que j'ai des potes qui avaient besoin d'un ingé son et au final, je me suis trouvé dans une situation où ça me plaisait d'avoir un train de vie variable où j'avais pas toujours les mêmes horaires, où j'étais pas toujours dans les mêmes lieux. Donc bon, maintenant que j'ai la voiture depuis 12 ans, ça fait que j'ai pas à me taper les embouteillages tous les matins à la même heure, tous les soirs à la même heure. C'est hyper variable. Hmm. Donc ça, c'est déjà un poids en moins. Et je me retrouvais dans des situations où chaque projet était différent.
C'est pas comme si j'étais toute la journée derrière mon bureau, sur mon ordinateur à remplir des dossiers chiants toute la journée. Là, non, c'était vraiment un jour je faisais du concert, un jour je faisais du court métrage, un jour je faisais, je sais pas, de la caméra cachée ou n'importe quoi. Et du coup, c'est un train de vie qui me correspond plus. Ouais. Et donc, après, tu as eu toute cette période-là, d'ailleurs, ce qui est une période assez longue, où justement, après cette expérience-là de stage, tu as fait beaucoup de petits boulots, rien à voir avec l'audiovisuel, justement. C'est quoi? C'est que Ouais. tu te cherchais, en fait? Je cherchais surtout un moyen de me faire de l'argent pour survivre parce que la musique, ça payait pas si bien que ça. Et le fait que j'ai enchaîné les petits boulots, c'est plus dû à mes problèmes de santé parce que j'ai un handicap Hmm. dont on a mis un nom dessus que très tard, genre en 2018 ou 2019. Mais Ah à oui. l'époque, je savais que j'avais des problèmes de santé, mais je savais pas ce que j'avais. Et il s'avère que j'ai une fibromyalgie, c'est-à-dire des douleurs partout dans le corps tout le temps qui peuvent durer des mois, voire des années. Et ça me faisait arrêter presque tous les petits boulots que je faisais parce que non seulement c'était des travails qui me plaisaient pas, donc j'avais zéro motivation à y aller, mais en plus ça me bousillait la santé. Alors que maintenant je fais un boulot qui me plaît, même si je me bousille la santé. Ce qui fait que la motivation elle est différente. Donc j'étais sur un truc où par exemple j'étais vendeur de beignets ambulant sur la plage, fallait tirer le chariot toute la journée, remonter les côtes avec ça et tout. Bah, au bout de 2 jours j'ai arrêté. J'ai fait livreur par exemple. Bah, c'est pareil quand tu es livreur que tu livres des colis qui sont assez lourds, bah, au bout d'un moment, tu dis pourquoi je fais ça alors que ça me plaît pas. Après, quand tu vas livrer de la bouffe, bah, c'est différent. C'est quelque chose qui motive pas trop et tu dis t'es mal payé pour ce que tu fais alors que tu fais des kilomètres et des kilomètres et t'es mal défrayé. Et en fait, à chaque fois, j'étais confronté à ça dans mes petits boulots. La santé et le manque de motivation. Et le fait de m'être mis en tant qu'ingénieur du son, j'ai trouvé quelque chose qui motive. Genre, je sais pourquoi je me lève le matin. C'est toujours des projets cool pour la plupart. Donc, t'arrives en plateau, tu découvres les équipes. Au début, tu as une petite appréhension et après, tu sympathises, ça devient limite ta famille. Donc, tu vois, même ça, niveau moral, c'est plus facile à supporter que, je sais pas, aller faire le marché et être toute la journée avec des clients qui savent pas ce qu'ils veulent et les collègues à côté qui gueulent pour un rien. Et voilà. Ouais. Ok, donc à côté justement de ces petits boulots, tu faisais justement ce métier d'ingénieur du son, mais du coup, tu n'avais pas du tout de formation. Comment en fait tu t'es formé sur le terrain et pour tes premières prestations, comment tu faisais pour justement te mettre dans le bain sans vraiment du coup avoir fait de formation? Alors j'ai beaucoup observé du fait d'avoir travaillé avec des ingénieurs du son un petit peu à droite à gauche. Par exemple, quand j'allais en studio d'enregistrement, j'observais un peu comment ils faisaient. J'ai un de mes meilleurs amis qui est devenu ingénieur du son et producteur de musique. Du coup, il m'a filé pas mal de conseils à l'époque. YouTube aussi, ça a énormément aidé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutoriels dessus. Je me suis formé comme ça. J'ai suivi des masterclass après. Il y en avait une au YouTube Space organisée par, enfin, où l'enseignante c'était Pauline Baraco, qui est une grande ingénieure du son française. Hmm. J'ai suivi aussi une masterclass par Étienne Tremblay, un ingénieur du son québécois qui était venu en France pour faire des masterclass. J'ai pris des conseils de parler d'autres collègues ingé son à force de discuter avec eux. En fait, je me suis vraiment formé comme ça sur le terrain. J'ai pas, mes études sont pas bénéfiques pour devenir ingé son. Je veux dire ce que j'ai fait, euh, peu importe si j'avais continué mes études ou pas. En tout cas, ça m'a pas servi à devenir ingénieur du son. C'est vraiment le fait d'avoir pris des conseils à droite à gauche, plus les connaissances que j'avais quand bah, j'ai bossé à la régie son et lumière, puisqu'ils m'ont vraiment quand même beaucoup enseigné. Parce que parmi les collègues qui travaillaient là-bas, il y en avait un qui était spécialisé en musique. Et un soir, je suis allé le voir et il m'a vraiment expliqué plein de choses, les placements de micro pour capter une guitare, les histoires de problèmes de phase, comment souder un câble, ce genre de choses. Ok, ouais, donc c'était un petit peu via ce stage que t'as pas vraiment aimé ou quand même t'as appris les bases, les grandes bases du son au Ouais, final. ouais, c'est ça. C'est justement grâce au fait d'avoir travaillé dans quelque chose qui me plaisait pas à l'époque que j'ai appris beaucoup de choses sur cette chose qui à l'époque me plaisait pas et qui Hmm. fait que maintenant je travaille dedans et j'adore ça. Et comment t'as fait pour en fait bah, trouver tes premiers clients, entre guillemets, tes premières prestations au début quand t'avais ces petits boulots à côté? Comment tu faisais pour te démarcher, pour te vendre, pour faire du boulot? Alors pour ça, il y a eu deux choses. La première, c'est le démarchage sur les sites spécialisés là-dedans, donc tout ce qui est cinéaste, Malte, je me propose.
Et il y en avait deux ou trois autres dont j'ai oublié les noms. En gros, tu as des sites d'annonces ou alors tu as des sites réservés à l'auto-entreprise où tu mets ton secteur et ton tarif, les projets que tu as fait, et après les clients peuvent venir vers toi quand ils cherchent par exemple un ingé son ou n'importe quoi d'autre. Ça, c'est la première chose, la première étape. La deuxième, c'est le piston, le bouche à oreille. Parce que j'ai eu la chance d'être ami avec pas mal de youtubeurs ou d'influenceurs. Et du coup, j'ai bossé avec eux sur certains projets. Ils m'ont recommandé à d'autres collègues à eux, enfin d'autres confrères, d'autres youtubeurs. J'ai eu la chance de bosser avec des agences qui travaillaient avec d'autres youtubeurs. Et en fait, quand je mets ça dans ma bande démo, les, les gens que je démarchais plutôt, puisque je démarche plus depuis 3 ans, les gens que je démarchais, ils voyaient ça, ils disaient: ah, trop cool, t'as bossé avec lui, j'adore ce qu'il fait. Voilà, donc d'un côté, c'est pas un gage de qualité, mais c'est un gage de confiance parce que tu dis, ok, il a bossé avec des grosses têtes, du coup, il va pas m'entuber, il est sérieux, il travaille bien, etc. Et puis, dans certains cas, ils se connaissaient, donc ils allaient quand même se renseigner avant. Ils disaient, ouais, t'as bossé avec Skyern, est-ce que c'est quelqu'un de fiable, est-ce qu'il travaille bien, est-ce que machin. Et à chaque fois, il y a toujours eu des retours positifs. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir et ça m'a permis de construire mon réseau. Et petit à petit, je suis monté comme ça. J'ai travaillé avec des boîtes de prod qui bossaient sur divers projets. Et à chaque fois, ils me rappelaient, ils me mettaient plus ou moins en tête de liste ou alors en deuxième choix quand leur premier ingé son n'était pas disponible. Ils faisaient appel à moi et voilà, ça marche comme ça après. Et c'est le bouche à oreille après qui fait que tu te construis ton réseau. Ouais, donc tu as beaucoup travaillé, comme tu disais, sur le web, puisque, bon là, on voit des images, on a vu des images, tu as bossé pour Masquer, des choses comme ça. Ça, c'était à l'époque, justement, où tu faisais ces petits boulots-là, ou c'était un peu plus tard, où vraiment tu as commencé un peu avec du Non. YouTube? Non, non, ça c'était un peu plus tard. Là, la bande démo que tu diffuses, elle est très récente. Elle date de 2020 ou 2021. Ok, C'était des projets assez récents. Mais en fait, ça a toujours été plus ou moins le cas. J'ai toujours été implanté dans YouTube. Ça fait depuis. En fait, j'ai commencé YouTube au tout début, quand c'est arrivé, 2005-2006. Mais à l'époque, je postais juste de la musique. Et petit à petit, en 2011, j'ai ouvert la chaîne que j'ai actuellement. hmm, Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire mon réseau YouTube, entre guillemets. Donc depuis 2011, je fréquente et je travaille avec des YouTubeurs. Et c'est toujours le cas actuellement. Donc c'est pas, ça a pas été entre guillemets un petit boulot, ça. C'était vraiment, c'est toujours le cas en fait. oui. C'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de monter. C'est que c'est une vraie branche à part entière, là, de ton réseau. Tu as vraiment beaucoup de... disons, combien si on faisait un pourcentage, combien de travail dans le web tu fais par rapport au global? Combien ça te prend en part de... Euh, En fait, c'est difficile à définir parce que dans le web, ça veut dire qu'on compte aussi les web-séries, par exemple, ou les courts-métrages qui vont pas en festival. Et du coup, ça représenterait un bon petit 70%. Mais en vrai, je pense que c'est peut-être moins que ça. Vraiment, le travail grâce au web, je pense que c'est 40%, un truc du genre, je dirais. Ouais, ah oui, donc ça fait quand même une certaine marge. Est-ce qu'il y a une différence entre du tournage web et du tournage fiction, par exemple? Je crois que tu as déjà fait un peu de court-métrage. Ouais, en fait, la différence entre la fiction et le web, c'est que au niveau des moyens, on met plus de moyens dans la fiction, on met moins de moyens dans le web. Dans le web, on s'en fout un petit peu s'il y a des problèmes de son, si à un moment il y a un décrochage ou quoi, ou si la lumière est pas bien calée, ou si le comédien joue mal, tu vois. Enfin, le comédien, c'est plus le youtubeur en question, on va dire. Ouais, Donc ça, on s'en fout un petit peu, on met moins les détails là-dessus. C'est plus que les youtubeurs, la plupart n'ont pas de connaissances en son, et du coup, quand ils font appel à un ingé son, c'est juste pour qu'il y ait du matos sur place et que tu prennes le son et que ce soit pas un son qui soit ultra dégueulasse. Mais après, tu as des youtubeurs qui ont genre 5-10 millions d'abonnés, qui ont quand même un son dégueulasse de leur côté parce qu'ils veulent être en solo. hmm. Et ça, c'est la grosse différence, c'est que dans le milieu du web, tu mets moins de moyens que dans le milieu de la fiction, dans le milieu vraiment audiovisuel pur. Là, c'est Et, vraiment un endroit où tu vas vouloir avoir du matos et tu vas l'exploiter à fond, en fait. ouais, et il y a eu cette époque-là, justement, sur Internet, où il y a eu cette explosion des grosses productions, moi je les appelle comme ça, là, où tu as vraiment énormément de moyens. Ouais. Toi, tu l'as ressenti dans ton travail, où des fois, du coup, on t'appelait, et là, d'un coup, il y a une explosion de budget, où t'as pas vécu ça vraiment. Non, 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 en vrai, ça, je l'ai pas vécu. Du moins, j'ai pas eu l'occasion de bosser sur les grosses productions du web, ou alors très peu.
En fait, ça a toujours été euh, nous, les techniciens, on est un petit budget, tu vois. Je vais te donner un exemple. Les chiffres sont totalement faux sur ce que je vais te dire, mais imagine, tu as un YouTuber à 10 millions d'abonnés, son agence va investir 100 000 ou 200 000 euros dans la production d'une vidéo. Là-dessus, cette agence, elle va faire appel à une agence qui va te recruter. Cette agence-là, ils vont toucher peut-être 20 000 ou 50 000 balles et ils vont te reverser que 200, 300 balles par jour. Et ils vont te dire, on a un budget serré. Ça, c'est un petit peu le gros défaut du truc, c'est-à-dire que ton budget à toi, il représente, je sais pas, je suis pas très fort en maths, mais il représente peut-être 2% Ah ou oui. 0,1% du budget Mm. total. Tu vois l'idée? Ouais. C'est donc moi, non, je l'ai pas ressenti. À aucun moment on m'a dit vas-y, il y a du budget, fais ce que tu veux, loue le matos que tu veux, prends des techos avec toi, des assistants ou quoi. À aucun moment on m'a dit ça quand je tombais sur des grosses prods. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu arrives, tu dis voilà, mon budget c'est tant par jour et tu le dépasses pas. Pour la plupart. Après, peut-être Mm. que j'ai pas eu l'occasion de tomber sur d'autres projets où c'était un petit peu plus libre. Si je crois qu'une fois ça m'est arrivé et le projet ne s'est pas fait. On m'a dit non, c'est un projet qui est toujours en attente parce qu'on attend le financement du CNC, donc ça date de janvier dernier. Et on m'a dit vas-y, fais-toi plaisir, fais la liste de ce que tu veux, gonfle les tarifs et tout, et on verra, on verra ce qu'il en est sur le budget final et on verra ce qu'on peut faire après. Ouais. Mais à part ça, t'as jamais eu vraiment ce loisir, justement, bah, d'avoir du monde autour de toi, d'avoir du matériel. Non, pour l'instant, c'est pas. Non, le max de personnes que j'avais avec moi, c'était deux, et encore, enfin, si c'était ça ta question en tout cas, Mm. le max de personnes que j'avais avec moi, c'était deux assistants, et sur les deux, il y en avait un qui servait un petit peu à rien, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Alors qu'en vrai, sur les gros projets bien anticipés, bien préparés et tout, deux assistants, c'est limite, tu vois. On en a besoin de deux parce que parfois il y a besoin de deux perches et il faut toujours quelqu'un pour aller charger les piles ou pour aller placer un HF quelque part ou des trucs du genre, tu vois. Mais c'est juste que c'est un projet qui se prépare à l'avance et bah après il faut aussi voir en fonction des disponibilités de tes collègues, de tes confrères. Et le problème quand tu es ingé son, c'est que tu as peu de chances de rencontrer d'autres ingé sons puisque c'est toi l'ingénieur du son quand tu arrives sur un plateau. Donc Oui, voilà. c'est clair. Du coup, on a parlé un peu ouais, d'assistant, tout ça. Toi, quand t'es arrivé, quand t'as commencé assistant ou t'étais direct ingénieur du son? J'ai commencé, j'étais perchiste, mais en solo. C'est-à-dire que de base, j'ai un problème avec l'autorité, j'ai un problème avec la hiérarchie. Du coup, j'étais pas trop pour me faire diriger. Donc, et puis aussi, j'étais sur des petits projets sur lesquels les gens avaient pas trop de budget. Et du coup, ils voulaient pas payer pour deux personnes non plus. Donc, quand j'ai commencé, j'étais vraiment moi avec mon enregistreur, ma perche, mon casque, mon micro et basta. Et je m'occupais donc de faire la perche, de faire la prise de son. Et tu peux pas travailler comme ça parce que tu peux pas être concentré sur ta prise de son. Tu peux pas avoir les yeux sur le vumètre. Tu peux pas, s'il y a un problème avec un chef, tu peux pas l'entendre directement. Enfin, tu peux pas, quand tu as quatre micro-cravates qui sont installées, s'il y a un décrochage, si tu as les yeux sur le vumètre, tu vois instantanément c'est lequel qui a merdé. Et si tu es en train de percher à ce moment-là, bah, tu peux pas voir lequel a merdé, et du coup après bah tu perds du temps à réécouter la prise ou à dire on la refait parce qu'il y a eu un problème, alors que ça se trouve le problème il est apparu à un moment où ça parlait pas, enfin que c'était pas ce comédien là qui parlait, et Mm. du coup que c'est pas grave parce que tu peux le couper en post-prod, tandis que si ça arrive sur une réplique tu peux pas le couper. Et donc ça c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des assistants. Et donc ouais, j'ai commencé comme ça, et après très vite à cause de mes problèmes de santé, je me suis dit je peux pas continuer à percher, je peux pas rester toute la journée debout, les bras tendus en l'air avec une perche parce que ça me fait beaucoup trop mal au dos et je vais pas tenir comme ça. Et donc je me suis dit vas-y, je deviens chef opérateur son, c'est-à-dire que c'est moi qui vais prendre en charge la prise de son, c'est moi qui vais faire le rapport son, c'est moi qui vais dire ce que je veux en termes de son, en termes de micro, en termes de coloration, c'est moi qui vais diriger, et du coup je prends quelqu'un avec moi. Et j'ai eu la chance d'être sur un tournage où on m'avait autorisé à prendre un assistant son. Et sur ce tournage-là, j'ai rencontré deux assistants son, et il y en a une des deux qui débutait tout juste dans l'audiovisuel. Et du coup, je l'ai prise sous mon aile et on a commencé à bosser ensemble. On a travaillé ensemble pendant 3 ans. Ah Et oui. du coup, on a vraiment commencé à, comment dire, à se démarquer comme ça parce que bah, on n'avait pas besoin que les équipes, enfin que la production cherche un assistant pour moi. J'arrivais, je disais voilà, il y a moi, j'ai mon matériel que j'apporte,
j'ai un assistant ou une assistante que je connais avec qui je travaille, qui est déjà formé, qui a du matériel aussi. On met tout ça en commun et ça vous coûtera tant. Et ils n'ont pas besoin de faire deux virements au moment de nous payer. Ils me virent à moi et je redistribue. Et voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose de plus pratique à travailler, on va dire. Ouais. Et c'est important dans le milieu d'avoir justement son binôme ingénieur du son assistant ou c'est pas forcément un truc obligatoire. C'est important. Moi, je te dirais que c'est obligatoire. Maintenant, quand les prods te disent on n'a pas de budget ou on veut être en équipe réduite, surtout depuis l'arrivée du Covid, tu vois, dès qu'il y a eu la pandémie, ils se sont dit bon bah on veut une personne au son et pas deux. Et du coup, depuis le Covid, c'est un peu compliqué de leur faire entendre qu'il faut au minimum deux personnes. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, il faut qu'il y ait une Ouais. personne qui perche et comme ça, moi, je peux me concentrer sur la prise de son, je peux faire le rapport son, je peux installer les micro-cravates pendant que cette personne installe d'autres micro-cravates et on avance beaucoup plus vite comme ça. Et c'est vraiment efficace de travailler à deux ou à trois. Maintenant, c'est pas obligatoire. Tu peux te débrouiller tout seul. Tu peux te débrouiller tout seul, mais C'est pas c'est un l'idéal. gain de temps d'être à deux. Ouais, voilà, c'est pas l'idéal. C'est un gain de temps d'être à deux, c'est un gain de moyens aussi parce que si la personne a du matériel et toi aussi, bah ça fait deux fois plus de moyens. Mm. Tu vois, on s'est retrouvé par exemple sur une émission à un moment où c'était une chasse au trésor dans Paris et il fallait qu'on sonorise trois ou quatre équipes. Et dans ce Mm. cas-là, bah, tu dis, ouais, c'est super, un ingé son, c'est bien, mais moi, je peux sonoriser qu'une équipe, je peux pas faire les deux ou trois autres. Donc là, tu avais trois ingé sons qui étaient sur place, chacun avec son équipe, et chacun avec son assistant si possible, comme ça, tu avances beaucoup plus vite et c'est plus simple, quoi. Ouais. T'as parlé ouais que c'est ton propre matériel que tu utilises, c'est jamais du matériel parce que faut avoir son propre matériel en tant qu'ingénieur du son ou c'est tu peux le louer ou des choses comme ça. Alors, c'est mieux de l'avoir. Comme ça, tu pars sur du matos que tu connais, que tu maîtrises, parce que toi, ton matériel, tu le connais, tu l'entretiens. Alors que si tu prends de la loc, ça se trouve, tu vas avoir un problème dessus et tu vas pas pouvoir régler les problèmes tout de suite. Tu vas devoir appeler la boîte de prod, enfin appeler la boîte de loc et leur dire voilà, j'ai un problème avec ça, il faut le remplacer. Et parfois, ils sont pas disponibles tout de suite pour le remplacer, surtout quand ton tournage il est à 500 km de la boîte de loc. Mm. Donc, c'est mieux d'avoir ton matériel. C'est mieux aussi au niveau du budget, du défraiement, parce que du coup, parfois tu tombes sur des gens qui veulent payer juste le technicien et pas payer le matériel. Et dans ce cas-là, tu leur fais un petit devis, tu leur dis voilà tout ce que j'ai, si vous le louez, ça vous coûtera trois fois plus cher. Mm. Dans ce cas-là, ça permet de renégocier le tarif à la hausse. C'est bien dans le sens où bah, c'est un atout, par contre, c'est un investissement énorme. Ouais. Et le jour où il y a de la casse, bah, tu dois le racheter, quoi. Tu dois le Ouais. racheter, tu dois le réparer ou tu dois l'entretenir. Et je voulais dire un autre truc aussi, je sais plus du tout. Euh, Par rapport au matériel, à l'investissement. ouais, non, c'était avant ça. C'était par rapport à ta question. En fait, j'avais deux points qui m'étaient venus en tête, dont celui que j'ai dit. Ah, on a perdu ta cam. Ah, attends, j'ai changé la batterie. Normalement, on n'est pas censé la. Appuie sur la touche pour parler. Ouais, là, c'est revenu, C'est bon, voilà. c'est revenu. On avait fait les Oui, tests alors, elle n'était pas censée se en mettre en veille, veille. ouais. Bon, c'est Donc, pas je grave. l'appuie Mais après. du coup, oui, ma question d'avant, c'était par rapport, oui, au fait, est-ce que c'était important d'avoir ce couple assistant, opérateur sourd? Je sais pas si c'était par rapport à ça que tu voulais Non, non, rebondir. non, c'était vraiment une question par rapport au matériel, si c'était bien de le louer ou pas. Ouais. Et non, j'arrive pas à me rappeler. Mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que c'est important d'avoir son matériel, quoi. C'est vraiment un plus. Et comme je disais, c'est du matériel que tu connais, donc t'as pas à te refaire la main sur autre chose quand tu arrives en presta. Mm. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps de comment dire, d'arriver sur une presta. C'était un live Twitch, un très gros truc, un match de basket. Et on m'a dit, voilà, comme matos, il y a ça, il y a une X32 qui est sur place. En gros, c'est une console de mixage numérique qui est Mm. vraiment géniale. C'est une de mes consoles préférées. C'est pas une console que je maîtrise parce que j'ai rarement l'occasion de mettre les mains dedans. Et là, c'était la version compacte. Et du coup, il y avait des choses dessus qui manquaient, qui ont été supprimées. Et je me suis retrouvé dessus à galérer pendant une heure, à chercher à faire mon envoi dans un bus parce qu'il manquait la tranche de paramétrage des bus. Mm. Et du coup, j'ai galéré à trouver ça. Et au final, j'ai dû improviser et changer de manière de bosser pour ça parce que on avait perdu une heure à cause de ça. Ouais.
Et à titre comparatif, en ce moment, je bosse sur un tournage une fois par mois à la SACD, un projet qui est vachement cool, mais comme ils n'ont pas trop de budget, le deal qu'on a trouvé, c'est que je viens sans mon matériel, je viens main dans les poches, et j'utilise le matériel qui est là-bas sur place, directement. Par contre, je viens quand même avec mon casque et mon enregistreur parce que mon enregistreur, je le connais trop bien et je sais qu'avec ça, je peux faire des merveilles. Alors que si je travaille sur un autre enregistreur que je connais pas et qu'en plus je dois être tout seul pour percher et enregistrer, c'est juste pas possible. Donc, je viens quand même avec une partie de mon matos, mais le gros du gros, genre le micro de la perche, les micro-cravates, les piles, ce genre de choses, je prends le matos qui est sur place. Ouais. Et voilà. Donc, c'est vraiment c'est un plus et un moins d'avoir son matériel. Ouais. Oui, parce que t'as des frais aussi par rapport à ce matériel. C'est si ça casse ou tout ça, ça peut coûter cher, j'imagine. Ouais, il y a ça, puis il y a les consommables aussi, tu vois, genre les piles, j'ai beau avoir des piles rechargeables, on va pas se mentir, les piles rechargeables, ça dure un an ou deux, après tu dois réinvestir dedans. T'as des trucs aussi, genre les capsules pour les micro-cravates, bah, plus tu vas les utiliser sur des comédiens qui vont être un petit peu violents, moins elles vont Mm. durer, tu vois. Genre s'il y a des scènes d'action et que t'es pas au courant et que ça s'improvise comme ça pendant que le comédien est équipé, bah tu pries pour qu'il casse pas ta capsule. Mm. Après, tu as aussi les cas où le micro-cravate est mal fixé parce que bah, le cas de la SACD, ça m'est arrivé sur le dernier tournage. L'attache qu'il y a derrière le micro-cravate, elle tient mal. Et du coup, je l'avais fixé à la ceinture de la comédienne. Et à un moment donné, elle a fait tomber. Ça, Ouais. c'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir ton propre matos parce que tu l'entretiens et tu sais qu'il est fiable. Là, je me suis retrouvé à prendre un risque de casser leur matériel parce que leur matériel n'est pas entretenu. Mm. Et ouais, après, tu as d'autres consommables. Par exemple, pour fixer les capsules de micro, j'utilise des petits autocollants. Et ça, bah, c'est pareil, ça a un coût, tu vois. Ça a beau être 10-15 € le sachet de 30, bah, ça s'épuise très vite. Et du Ouais. coup, toutes les 2 semaines, tu dois en racheter. Pareil pour le gaffeur. Tu gaffes tes câbles, tu gaffes les micros, tu gaffes les trucs à droite à gauche. Bah, à un moment, tu dois racheter un rouleau de gaffeur. Un gaffeur, c'est encore 15 balles. Mm. Donc ouais, avoir son matériel, c'est bien, mais ça a un coût. C'est pas parce que tu as acheté du matériel que c'est fixe, t'as plus rien à faire dessus. Ouais. Bah, je vais revenir sur ton histoire là avec la X32, la console où t'es arrivé, justement tu la connaissais pas. Et du coup, est-ce que ça t'arrive souvent des fois d'arriver comme ça sur des prestats où justement où des fois bah, c'est pas ton matériel et que justement tu bugs entre guillemets sur un matos que tu connais pas et que du coup bah, tu perds du temps. Ça m'arrive très rarement parce que je m'adapte très vite, comme j'ai vraiment les connaissances et l'expérience. Je sais que tel ou tel truc, ça va marcher comme ci, comme ça, qu'il y a une certaine logique à avoir. Quand il y a un problème technique, en général, j'arrive à le déceler à l'oreille assez rapidement parce que, pareil, l'expérience fait que j'ai été habitué et je sais presque plus ou moins reconnaître une interférence. Je sais qu'il y a des interférences qui peuvent être dues à des champs électromagnétiques. Hmm. Il y en a, ça peut être dû à la lumière. Il y en a, ça peut Ouais. être dû On rigole parce que mon ordinateur fait un champ électromagnétique qui peut perturber. Genre, si je baisse le micro comme ça, on On entend entend un ton ordi super quoi. bruit. Voilà. C'est même pas l'ordi qu'on entend, c'est vraiment le champ électromagnétique qui passe dans le câble. Et il y a des trucs comme ça. Et je me suis perdu dans ce qu'on disait à cause de ma Oui, blague. on parlait par rapport au matos que tu Ah oui, connais la pas mais que c'est assez matériel. rare, ouais. Hmm. Ouais, ouais, voilà. Et du coup, ouais, c'est assez rare que je tombe sur du matériel où il me faut un grand temps pour m'adapter. Souvent, j'y vais un petit peu avec une appréhension. Je me dis, ouais, je sais pas trop comment je vais faire parce que voilà, je le connais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur Internet, je télécharge la doc et je la relis deux, trois fois. Ouais. Ou alors, je me mate un max de vidéos qui parlent de cette console ou du micro que je vais utiliser pour être sûr que je connaisse sa réponse en fréquence par cœur ou ce genre de choses. C'est rare que je tombe en galère juste parce que c'est du matos sur lequel j'ai pas bossé. Même un enregistreur, je vais très vite avoir les mains dedans. C'est comme un cadreur, bah, ce qu'expliquait Mathieu Misiaraka l'autre fois. Tu prends une caméra, bah en fait une caméra c'est une caméra. Tu rentres dans le menu, tout est fait pour que normalement tu arrives à t'adapter très vite et que ce soit intuitif. Comme il Ouais. parlait des Harry, moi je sais que j'ai déjà tourné avec une Harry parce que je fais pas que du son. Et bah ouais, mettre les mains dans une Harry c'est hyper intuitif. Bah avec le son c'est pareil dans les enregistreurs, la plupart des enregistreurs c'est assez intuitif. Et après chaque constructeur a ses petits plus qu'il rajoute dedans et ça faut vraiment le connaître
pour pouvoir s'en sortir. Ou alors tu Ok. vas chercher sur Internet. Oui, sinon oui, t'apprends en fait par toi-même. Euh, ok. Et donc, pour revenir justement aux prestations, tout ça, où t'arrives justement, bah, des fois un peu, bon, tu m'as dit rarement, mais un peu au diplôme, comme ça, est-ce que t'as pas un peu le syndrome de l'imposteur, si on peut dire ça, où t'arrives un peu Mais en complètement. marchant sur des œufs? Complètement. Tu dis quand tu es là, tu arrives sur une presta, tu es payé quand même assez cher ou relativement cher. Tu dis, ok, je suis incapable de m'adapter à cette console ou à cet enregistreur ou peu importe. Là, ouais, tu as le gros syndrome de l'imposteur parce que tu te dis, bah, c'est quand même mon métier. Alors qu'en fait, tu peux pas tout connaître. Tu peux pas tout connaître à 100%. C'est impossible. C'est un métier qui évolue énormément où tu n'as jamais fini d'apprendre. J'ai connu des ingé sons qui ont 40 ans de carrière, ils sont encore en train d'apprendre. Et je me retrouve dans des trucs où tu as certaines configurations qui sont quand même assez balèzes. Il y en a, pour certaines, c'est intuitif, et pour d'autres, ça l'est pas. Il te faut des heures de formation dessus. Et là, ouais, t'arrives en presta et tu te dis, bon, bah, comment je vais faire? J'ai que 2 heures devant moi pour tout installer, tout checker et que ça marche. Et, Mhm. et ça doit jouer à telle heure, et si ça marche pas, c'est ma faute, quoi. Oui. Et en fait, je me dis que bah, même si j'avais fait des études là-dedans, on m'aurait pas forcément formé sur cet appareil-là en particulier et je me serais retrouvé à galérer. Mhm. Tu vois, genre la Presta là, avec la X32, j'en ai fait plusieurs avec des X32 et souvent ce que je demande c'est de venir au moins 1 ou 2 heures avant que je puisse mettre les mains dedans et me rafraîchir la mémoire. Parce que ça a beau être une console qui est géniale, que je commence à connaître, elle a une infinité de possibilités et en fait je connais peut-être que 10% peut-être moins, même 5% de ses capacités. Mhm. Et pourtant, 5% pour moi, ça représente, comment dire, comparé à quelqu'un qui y connaît rien, qui va mettre les mains dessus pour la première fois, qui est peut-être même pas un gesson, mais 5%, ça représente à lui 0,00001%, tu vois. Ouais. Donc Ouais. ça reste quand même assez énorme. Et du fait que tu as de l'expérience et que tu t'es formé là-dedans, bah, il y a des choses qui te paraissent quand même plus intuitives que d'autres. Donc tu as moins ce syndrome de l'imposteur quand tu arrives à t'en sortir et que ça marche. Ouais. Mais quand tu vois que tu as galéré 1 heure dessus, tu dis ok, bah peut-être que si moi j'ai galéré 1 heure dessus, peut-être que d'autres ils vont aussi galérer 1 heure, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Et voilà quoi. Ouais, donc en fait, on a parlé un peu rapidement des écoles. Donc ce qui est très important, en fait, le diplôme ne t'enlève pas le syndrome de l'imposteur, c'est ton expérience en fait qui Ouais, prouve ce que tu ouais, sais ouais. faire. C'est ça, c'est l'expérience. En fait, je vais faire un comparatif, une analogie, je crois qu'on dit ça comme ça. Mhm. Prends quelqu'un qui a le permis de conduire. Ça fait 20 ans qu'il a le permis de conduire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sait conduire ou qu'il sait conduire toutes les voitures. Mhm. Et prends un petit jeune comme ça qui est passionné d'automobile, qui n'a pas les moyens de se payer son permis, mais qui conduit sans permis depuis 2 ou 3 ans. Si ça se trouve, ce mec-là, il va conduire mieux que toi, alors que toi, tu as 20 ans de permis derrière. Bah là, c'est pareil en fait avec le fait de faire des écoles et d'avoir le syndrome de l'imposteur. Tu vois, t'as beau sortir d'école, tu connais pas toutes les consoles, tu connais pas tous les enregistreurs, tu connais pas tous les micros, il y en a une infinité. Il y a des trucs qui reviennent régulièrement parce que, on va dire, c'est un petit peu les best-sellers, c'est un peu les must-have, tu vois, c'est un peu le matos qu'il faut avoir ou qu'il faut avoir touché au moins une fois dans sa vie. Mais après, il y a aussi les moyens de l'avoir, il y a aussi l'occasion de mettre les mains dedans. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est pas parce que tu sors d'une école que tout de suite bah, tu vas toucher à toutes les consoles qui existent ou bosser avec tous les grands micros qui existent. Il y a des micros, ils valent 10 000, 13 000, 15 000 euros, tu vois. Et pour bosser là-dessus, bah, faut soit rentrer dans un studio d'enregistrement qui en possède et là, tu as l'occasion de bosser avec, soit les louer. Et il y a très peu de boîtes qui louent ces micros-là tellement c'est cher. Mhm. Soit les acheter et les occasions se font rares. Ouais. Et du coup, ça a un coût aussi parce que si tu as 10 000 euros à mettre dans un micro, bah, faut le connaître le micro, hein. Faut être Ouais. sûr de ton achat, tu vois. Ça, c'est clair. Ouais, carrément. Donc, ouais, l'école n'a pas vraiment. Enfin, oui, il n'y a pas vraiment au final d'intérêt. Tu peux apprendre tout ton métier juste en faisant, en étant autodidacte et en apprenant sur le tas. C'est quelque chose qui est possible. Ouais. C'est quelque chose qui est possible. C'est mieux d'avoir les connaissances que l'école peut t'apporter et le réseau que l'école peut t'apporter. Moi, dans mon cas,
j'ai pas fait d'école et je trouve que ça sert pas à grand-chose. Et honnêtement, en discutant avec beaucoup d'autres techniciens, parce que sur les tournages, on discute entre nous, Mm. il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent la même chose que l'école, c'est pas quelque chose d'obligatoire, on va dire. En fait, ça dépend où tu vas atterrir. Si tu vas atterrir en télévision ou sur des très, très, très grosses prods, ouais, une école, ça va te servir. L'école, de ce que j'ai compris, ça va t'apporter aussi un réseau, ça va t'apporter un pied déjà dans ce monde-là. Mais par contre, ça va pas faire ton expérience, ça va pas faire que tu sais régler des problèmes techniques parce que tu n'en auras peut-être pas vu à l'école. Après, j'affirme rien, tu vois, j'ai pas fait d'école, donc je peux pas dire comment ça se passe. Je me base que sur ce que j'ai entendu à droite à gauche des gens qui sont sortis d'école et des gens qui ont eu des contacts dans les écoles. Mm. Mais venir dans le son en autodidacte, pour moi, c'est la meilleure chose à faire parce que tu vas avoir tout ce plaisir d'apprendre, de découvrir. Tu vas avoir des galères forcément. Tu vas prendre des conseils d'autres gens à droite à gauche et tu découvres en fait toute ta vie. Alors que si tu es en école, je pense que j'imagine que tu as un max d'informations à emmagasiner en 2 ou 3 ans et qu'après tu sors de là et bah faut te tenir à ça, tu vois, parce que si tu arrives sur un plateau de tournage et que tu te rates alors que tu sors d'une école, tu vas un petit peu avoir la honte. Mm. Alors que si tu te rates, que t'as pas fait d'école, tu dis bon bah c'est pas grave, j'ai pas fait d'école, au moins j'apprends. Et Ouais. une école ça coûte cher, ça coûte très cher. C'est un gros investissement et je pense pas que, encore une fois c'est mon avis perso, hein, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, tu as beaucoup 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 de choses à apprendre en son, toute la partie théorique, physique et mathématique. Donc ça c'est des cours qu'il faut quand même suivre si tu es dans une école générale ou n'importe quoi. Suis bien tes cours de maths, suis bien tes cours de physique parce que en son, t'en as besoin. Et même moi, au départ, je pensais pas, tu vois. Je séchais tout le temps les cours, je séchais l'école. Et quand je me suis retrouvé à bosser dans le son, j'ai découvert bah, les problèmes de phase, j'ai découvert les timings qu'il y a entre deux micros quand tu fais une capta à deux micros et du coup bah, le temps, enfin ton onde sonore arrive à deux timings différents dans tes micros et du coup ça crée des problèmes. Les parasites, comprendre pourquoi il y a des parasites, comment ils arrivent et comment annuler les parasites. Tout ça, c'est physique et c'est mathématique. T'as ça, t'as les angles de captation, parce que ton micro, si c'est un cardioïde, un hypercardioïde, si c'est un omnidirectionnel ou quoi, l'angle de captation va pas être la même. Donc connaître les degrés, ça peut être pratique. Tu vois, je sais que quand je fais ça avec mes doigts, ça fait 35 degrés et c'est l'angle de captation d'un micro, d'un supercardioïde, quoi. Mm. Donc c'est des petits trucs comme ça que t'apprends peut-être pas à l'école. Ouais. C'est Donc l'expérience qui il y a fait quand que même cette théorie, ouais, la théorie du coup, qui est quelque chose d'important à c'est hyper connaître important. dans le son, ouais. C'est le plus important. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours de théorie dans les écoles, et ça c'est vraiment cool. Donc pour ça, une école c'est utile. Après, moi, ce que je leur reproche, et encore une fois, c'est de ce que j'ai entendu puisque j'ai pas fait d'école, c'est qu'il n'y a pas assez de cas pratiques où tu es confronté à des gros problèmes techniques Mm. ou des méthodes de travail où tu dois être efficace du premier coup, où tu dois être hyper réactif et savoir quel matos tu vas utiliser à tel ou tel moment parce que les conditions font que t'as pas le choix. Genre si tu tournes en extérieur, c'est pas le même matériel que si tu tournes en intérieur. Et Ouais. pourtant, dans les deux cas, tu as besoin d'un micro. Mais quel Mm. micro? Et quoi mettre sur le micro quand il y a du vent? Et quel câble utiliser si ton câble il va toucher la lumière? Comment tu peux faire en sorte de ne plus avoir les buzz liés à la lumière ou des trucs du genre, tu vois, tout ça, je suis pas sûr qu'on l'apprenne en école. Mais encore une fois, je le sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas fait d'école. Donc j'aimerais bien que quelqu'un qui sort d'une école me dise si oui ou non ils ont vu ça ou ils ont vu ça. Et voilà. Mm. Justement, on va revenir un peu à tes débuts. Quand tu as arrêté le lycée et que tu as commencé justement à bosser en autodidacte dessus, est-ce que tu avais eu cette réflexion de est-ce qu'il faudrait que j'aille quand même faire 1 an, 2 ans de formation en école ou c'était pas quelque chose que tu avais en tête? Non, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête puisque quand j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans et je me suis mis à vraiment bosser dans le son quand j'avais 10 ans après, quoi, 26, 27 ans. Mm. Du coup, quand j'ai arrêté l'école, pour moi, c'était vraiment que la musique. Il y avait pas, je me posais pas la question de me dire est-ce que je vais faire une école de son ou pas. Et après, quand je me suis lancé dans le son, j'ai deux potes qui étaient déjà eux en école de son et qui m'ont dit ça m'a rien apporté. Du coup, je me suis dit bon bah je vais pas reprendre mes études en fait, je vais Mm.
je vais prendre les connaissances qu'il y a sur le terrain. On a une ressource merveilleuse qui est Internet, dont on peut se servir depuis les années 90. Et du coup, pourquoi j'irai à l'école alors que tout est là en libre accès? Et paradoxalement, en école, il y a des choses qu'on t'apprend qui sont pas forcément enseignées sur Internet, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez privées. Il y a des méthodes de travail, il y a des secrets, il y a des choses comme ça qui s'enseignent que de technicien en technicien ou d'enseignant à élève. Hmm. Mais dans mon cas, je me suis dit, c'est pas grave, je peux me débrouiller tout seul. Et ça a bien marché pour l'instant, mais je sens parfois que, il y a des moments où je me dis, bon, bah, j'aimerais bien avoir un conseil sur telle ou telle méthode de travail. Ou... Tu vois, ma plus grosse lacune, et c'est là où mon syndrome de l'imposteur il joue le plus, Hmm. c'est les micro-cravates. Genre tout ce qui est liaison à chef. Je suis preneur de toute information parce que parfois je me retrouve avec des interférences improbables. Et alors que je suis sur des fréquences que j'avais déjà testées avant, qui marchaient très bien sans interférence ou quoi. Et donc je sais que la Terre tourne, je sais qu'il y a des satellites, je sais que si tu es en campagne ou si tu es en ville, ça va jouer. Je sais que si tu as un poste de police à côté ou si tu as, Un je sais pas, un aéroport. aéroport Ouais. ou une gare ou n'importe quoi, ça va influer là-dessus, tu vois. Mais me dire pourquoi cette fréquence-là est déconne alors que les 10 fois d'avant, ça a bien fonctionné, alors que je suis presque dans la même config, presque dans le même lieu, tu vois, c'est des lacunes que j'ai, ça. C'est quelque chose que j'aimerais maîtriser. Et du coup, ça, on peut l'apprendre sur Internet ou justement, comme tu disais, c'est trop privé. Je sais pas. Je pense que c'est trop privé et je pense que toute la génération de maintenant qui sont en grande partie autodidactes ne connaissent pas ça et je pense qu'il y a une Bible quelque part dans le monde. Il y a un truc à un endroit, mais il faut le trouver cet endroit. Tu vois, c'est un Hmm. peu la quête. Ouais. Et le jour où tu le découvres, tu vois, tu vas déterrer le truc et tu vas dire ah ouais, mais en fait c'est ça, c'est tout con. Et là tu vas le partager ou alors tu vas le garder pour toi. C'est c'est un truc, ça me retourne le cerveau, tu vois, quand je me dis pourquoi cette fréquence. Après j'ai été confronté à d'autres cas aussi où je sais qu'il y a des fréquences qui sont fiables et d'autres fréquences qui sont interdites ou moins fiables parce que bah, par exemple la 5G s'est implantée et du coup ça monopolise ces fréquences-là, genre toutes les gammes des 700 MHz, il faut plus les utiliser à cause de ça. Hmm. Parce que utilisées par la 5G ou trop proche de la 5G. Les bandes en 2,4 GHz, c'est les bandes Wi-Fi. Et du coup, ça m'arrive souvent en salle de conférence, on a des micros qui sont HF sur les bandes 2,4 GHz. Et bah, quand la salle est vide, ça fonctionne très bien. Tu peux aller jusqu'au bout de la salle, ça décroche pas. Par contre, quand tu as 500, 700, 1000 personnes qui sont dans la salle et qu'il y a une grande partie d'entre eux qui sont connectés au Wi-Fi, bah, là, tu commences à sentir des décrochages et tu es là pendant ta conférence, tu dis, bon, bah, ça peut-être temps de changer les micros, en fait. Ouais. Ouais. Et voilà. Donc ça reste encore un grand mystère, tout ce qui est HF. Les images. Je sais pas si tu connais Corentin Bullard, qui est de la chaîne Out of Phase. Je Ouais, sais pas si tu ouais, vois, ouais, je le qui connais parle très un peu bien. Ouais, d'HF. Tu le connais très bien? ouais, je connais très bien, c'est un pote Ah bah voilà. Oui, bah qui est lui. adorable. Pour moi, excuse-moi, je te coupe, mais pour moi, c'est un des meilleurs ingé sons que je connaisse, un des meilleurs français. Et lui aussi, il a un gros syndrome de l'imposteur et il me le dit souvent quand on discute, tu vois, pour lui. Mais je crois que lui, il a fait des études dans le son, Ouais, si je dis ouais, il pas a de fait conneries. des études, ouais. Ouais, mais ouais, il est très très bon dans son domaine. Je crois qu'il maintenant, il est spécialisé dans tout ce qui est concert, montage de salles et tout, et il a une putain d'expérience. Ouais, bah là, aujourd'hui, bah, si vous voulez, vous pouvez regarder sa chaîne Out of Phase. Je fais un peu de promo pour lui, du coup. Ouais, Parce qu'il a mais il faut. fait. Il est Il, vraiment doué. il a fait une vidéo, justement, où il travaille avec la tournée Les Comédies Musicales. Là, il est en tournée d'ailleurs en ce moment même, je Ouais. crois. Il a fait une vidéo 72 heures en tournée. Donc, si ça vous intéresse de voir les backstage d'une tournée en termes de son, ça peut être pas Ouais, mal, puis ouais. ces vidéos, elles sont hyper complètes. Il filme vraiment tout, il explique là, c'est telle personne à tel poste et tout. Il montre les images de vraiment comment ça se passe dans les coulisses. C'est vraiment hyper intéressant. Hmm. Donc, ouais, lui, par exemple, ouais, il avait fait des études, mais au final, vos chemins, ils sont un petit peu identiques, non? Après, je connais pas trop son parcours par rapport à. Oui et non, en fait, lui aussi, il a commencé en se faisant un réseau de par YouTube parce qu'il a aussi bossé avec beaucoup de YouTubeurs, si je me rappelle bien. Et lui aussi, il faisait beaucoup de fiction avant, il faisait beaucoup de tournages. Et si je dis pas de conneries, du jour au lendemain, il a suivi une formation, il a commencé à bosser dans des concerts et après, il s'est spécialisé là-dedans. Et il s'est fait embaucher vraiment par des grosses boîtes, quoi. Ça a vraiment bien marché pour lui. Ouais. C'est ce qui est vraiment très chouette. Bah ouais, ouais, c'est sûr.
Euh, pour revenir du coup à toi, on va revenir un peu du coup à ta période de 10 ans, là où tu étais entre le lycée et le pro. Du coup, tu as un moment un peu comme avec Guillaume qu'on avait vu hier de switch où tu t'es dit maintenant je vais faire que du son et je vais arrêter les petits boulots. Comment ça s'est fait ce switch-là en fait? Où tu as dit stop à ce qui t'intéresse plus? Alors ça s'est fait sur plusieurs années, parce qu'il a fallu que je me fasse déjà mon réseau dans l'audiovisuel. Et le dernier petit boulot que j'ai fait à ce moment-là, j'étais chauffeur chez Hitch. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et en parallèle, je commençais à bosser dans le son vraiment. Et c'était la période où j'enregistrais mon deuxième album. Et c'était la période où j'avais emménagé dans le sud de la France pendant un an. Donc je faisais des allers-retours puisque Hitch, c'était que à Paris. Et du coup, je passais ma vie à ça, à monter sur Paris, faire de l'argent, bosser sur deux trois tournages, redescendre dans le sud, faire des concerts là-bas, remonter, rebosser, et je faisais que ça. Et à ce moment-là, je commençais à me créer mon réseau puisque je faisais des tournages à droite à gauche. Et l'élément qui a fait que je me suis lancé à fond là-dedans, c'est quand j'ai arrêté Hitch. Et j'ai arrêté parce que il y a eu une grande histoire entre les taxis et les VTC. Il y a eu une grosse guerre entre les deux. Et du coup, l'État a fait passer une loi qui fait qu'on ne pouvait plus être chauffeur particulier. Il fallait obligatoirement une licence VTC. À cette époque-là, j'avais pas de thunes. La licence VTC coûtait trop cher. Il fallait créer une auto-entreprise pour devenir VTC. Et il fallait un véhicule qui soit quand même assez récent et aux normes. En gros, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de frais, beaucoup trop d'investissement pour avoir un bon retour sur investissement. Je crois que ça m'aurait coûté peut-être entre 20 000 et 50 000 euros. Ah ouais. Et tout ça pour gagner 200 balles par soir. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, vu que je peux plus faire VTC et que j'ai un réseau dans le son, bah, je vais aller à fond dans le son. Je vais investir mon argent dans du matériel son et je vais commencer à bosser comme ça, à bas prix. Malheureusement, je devais casser les prix parce que j'étais personne et du coup, il fallait qu'on puisse m'engager et que je puisse acheter du matériel derrière. Et au fur et à mesure, j'augmentais mes tarifs et ça a fait celui que je suis maintenant, qui est quand même, sans vouloir me vanter parce que j'aime pas ça et que je suis jamais sûr de rien à 100%, mais ça fait que je suis quand même assez respecté dans ce milieu et où on me remercie souvent pour mon professionnalisme, tu vois. Malgré mon syndrome de l'imposteur, en fin de presta, on m'envoie des messages ou des mails où on me le dit en face à face, merci pour ton professionnalisme, on a bien avancé grâce à toi, grâce à tes conseils et tout. Donc c'est chouette. Mais vraiment le déclic qui a fait que je suis passé de mes petits boulots à ingénieur du son à plein temps, en plus de musicien, c'est que bah il y a eu cette guerre entre les taxis et les VTC. Ouais, c'est ça, ça va être ça qui a déclenché au final. Donc tu disais que tu bossais sur Paris, enfin du coup tu t'habites pas sur Paris mais tu montais sur Paris. C'est obligatoire d'être sur Paris pour se faire un réseau dans le milieu ou en province, ça marche aussi. Ouais, je pense que ouais, parce que 95% du taf est à Paris, les boîtes de prod sont à Paris, et après ils t'envoient à droite à gauche, tu vois, quand t'as un tournage en Normandie, ou à Montpellier, ou en Bourgogne, ou peu importe, c'est souvent des prods parisiennes qui t'envoient là-bas. Et ça, c'est un gros problème, parce que Paris, c'est saturé, le milieu audiovisuel parisien est saturé. Mm. Et en dehors de ça, il y a des sites comme la Base Taf, qui est spécialisée dans le fait de trouver, par contre les conditions pour s'inscrire sont quand même assez, assez exigeante, on va dire. Ouais, Mais pour trouver du travail en dehors de la région parisienne, tu peux grâce à ce site-là. Et eux, ils refusent justement, si t'es francilien, ils refusent ton inscription. Et ouais. du coup, après, bah, ça dépend des régions. Tu vois, tu as des régions, genre la région lyonnaise, je sais que ça tourne pas mal. Sur la côte d'Azur, il y a quand même moyen de trouver. Après, là, on parle des tournages, tu vois. Pour tout ce qui est festival, concert, etc., là, c'est un peu plus facile de trouver. Mais là, on se concentre vraiment sur l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, ailleurs que Paris, ça va être de la télévision. Télévision locale, je parle. Ouais. Et sinon, ouais, la majorité sont sur Paris. Même tu regardes les petites annonces qu'il y a sur Cinéaste, un bon 97% des prestats sont sur Paris. Tu regardes sur Malte ou sur Je me propose, la plupart sont sur Paris. Après, sur ces sites-là, par contre, tu peux cibler la ville. Je sais que moi, je mettais les coins où j'allais souvent, genre Paris, Lyon et Toulon. Et j'avais beaucoup, beaucoup de demandes pour Lyon. Et par contre, ce qui rebutait les gens, bah, c'est pas gratuit. Tu vois, le trajet, l'essence, c'est pas gratuit. L'hôtel, c'est pas gratuit. Et du coup, ça fait que j'ai pas fait beaucoup de prestats sur Lyon. J'en ai quand même fait, on va dire, une petite dizaine, une petite quinzaine. Mais tout se passe sur Paris parce que vu que les gens sont là, c'est plus facile de se loger, c'est plus facile
Tu vois, tu dis ton technicien, il a que 10-20 km à parcourir, t'as pas besoin de le défrayer. Alors s'il a 500 bornes à faire, bah, Ouais. ça a un coût. Hmm. Ouais, c'est pas la même. Euh, donc ouais, donc Paris, faut vraiment monter sur Paris si tu veux te faire ton réseau, ou alors du moins faut pouvoir facilement accéder à Paris pour quelqu'un qui veut se Ouais. lancer. Ouais, ouais, c'est ça. Facilement accéder à Paris ou aux autres régions si tu as de quoi te loger là-bas et que tu as de quoi te déplacer à faible coût et que t'as pas de matos à transporter. Parce que ça, c'est aussi un autre truc. Faut prendre en compte le matériel. Tu vois, en tant que chef opérateur son, je fournis tout mon matos. Je viens avec 2 sacs de matériel, plus mes affaires si je dois être logé sur place. Tu vois, genre mes fringues, ma trousse de toilette, mon ordi portable, ce genre de conneries. Et au final, tu te retrouves avec 3 sacs et tu peux pas te balader en train avec 3 gros sacs, surtout quand tu te balades avec du matériel qui a 10 000, 20 000 euros de valeur, tu vois. Hmm. Tu peux pas prendre le risque de te dire, bon, bah, je mets ça dans un avion ou je mets ça dans un train et au pire, je perds tout ce que j'ai. Ouais, c'est compliqué. Ouais, Donc ouais, donc t'as eu pour revenir donc après cette crise des taxis, on va dire, où tu t'es mis lancé à plein de la temps guerre. la guerre, tu t'es lancé à plein de temps dans l'audiovisuel. Du coup là, t'as choisi de créer une auto-entreprise. Ouais. Pourquoi l'auto-entreprise? Pourquoi pas l'intermittence? Ou est-ce que tu avais eu des propositions pour entrer en CDI dans des boîtes de prestataires, des choses comme ça? C'était quoi le choix de l'auto-entreprise? Alors en fait, j'ai fait mon auto-entreprise. Au début, j'ai commencé au black. Comme j'ai vite fait expliquer tout à l'heure, j'ai commencé au black, le temps de me faire mon réseau et de pouvoir investir dans du matériel. Et en fait, l'auto-entreprise, c'est venu pour 2 raisons. La première, c'est que je trouvais pas de clients qui pouvaient me déclarer des heures. Et du coup, je crois que jusqu'à maintenant, le max d'heures que j'ai fait sur une année, c'était 100, une centaine. Et il en faut 507. Oui, Donc, je suis loin d'avoir mes heures. Et l'auto-entreprise, c'est venu parce que il y avait un projet pour lequel je devais travailler. Un projet top secret dont je tairai le nom, mais c'était un truc qui était censé passer sur Netflix. Et ça a duré 1 ou 2 ans comme ça, et en mode la prod nous envoyait souvent les bibles à jour, les scénars, les fiches techniques, tous les trucs, tous les besoins. Et en fait, pour ça, il fallait pouvoir facturer. Et du coup, bah, je pouvais pas facturer. Donc je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai assez de clients, je peux lancer mon auto-entreprise. Et comme ça, je pourrais les facturer et comme ça, je pourrais bosser sur le projet. Et voilà. Et en fait, il s'est avéré que ce projet ne s'est pas fait, mais que moi, à côté, bah, j'ai eu un tas d'autres contrats à droite à gauche qui ont fait que mon auto-entreprise n'a pas servi à rien. Et tout ça pour dire que se lancer en auto-entreprise, il faut vraiment le faire au moment où tu as vraiment ton réseau qui est créé. Parce qu'au début, tu vas pas pouvoir profiter des comment appeler ça? Tu vois, quand tu crées une auto-entreprise, tu as l'ACRE. ouais, En les gros, c'est avantages. voilà, les avantages fiscaux qui font que tu payes moins de charges. Et en fait, bah, si tu fais que 1 ou 2 tournages dans ta première année, là où tu n'as que 5% de charges, bah, c'est con, t'en profites pas. Alors qu'après, quand tu auras ton réseau, tu seras à 25, enfin 23, 80 et quelques pourcents. Hmm. Et tu vas dire, bon, bah, c'est con parce que la première année, j'aurais pu faire un max de chiffre d'affaires, un max de bénéf, j'aurais pu mettre tout ça de côté. Et en fait, non, c'est juste gâcher du temps si tu crées ton entreprise et que tu n'as pas de réseau. Ouais, Et je crois que j'ai plus de batterie. ouais, Je vais la changer tout de suite. non, Ah non, c'est pas la batterie. Pas c'était encore. toujours en veille. Je crois que c'est toutes les 20 minutes, un truc comme ça, non? Ouais, j'ai l'impression, là, ça fait 20 minutes à peu près. Ouais, c'est-à-dire que dans à peu près 15 minutes, je dois changer la batterie. Parce que je Bon, crois que ma batterie, elle fait presque 1 heure, quoi. Entre 45 minutes et 1 heure et demie, ça dépend. ok. Donc ouais, donc t'as fait ce choix de créer ton auto-entreprise, etc. Ça a été difficile de créer une auto-entreprise, les démarches et tout, ça a été ou c'est galère? Ouais, c'est une galère. C'est une galère parce que, en fait, moi, je suis pas très administratif. J'y connais rien du tout. Et du coup, on m'avait dit c'est un statut qui est très simple. Et en fait, non, ça l'est pas. Et t'as 1 milliard de. Bon, tu t'inscris en ligne, c'est l'avantage, mais t'as 1 milliard de papiers que tu vas recevoir. Tu dois renvoyer des trucs à droite à gauche. En plus, au moment où je l'ai fait, c'était un petit peu la transition entre tout ce qui était physique et numérique. Du coup, je recevais des papiers, et puis après, je recevais des mails. Et pour renvoyer les trucs, ça se faisait sur leur interface, mais parfois, ça se faisait par courrier. Je crois que maintenant, tout se fait entièrement en ligne, mais je suis pas Mm. sûr à 100%. Il y avait ça, et quand je me suis inscrit, je m'étais fait accompagner par un centre spécialisé dans les créations d'auto-entreprises, Mm. parce que je voulais être sûr de vraiment rien rater. Et au final, même eux, ils n'ont pas été capables de m'accompagner à 100% parce qu'il y avait des trucs qui manquaient de leur côté et tout. Par exemple,
je crois que c'est obligatoire d'être inscrit au registre des commerces ou je sais pas quoi, ou les Ouais. chambres d'industrie, ou enfin, je sais pas, j'y connais rien en administratif. Mais ça, je l'ai découvert qu'il y a 2 ans, alors que mon auto-entreprise, ça fait 5 ans que je l'ai. Du coup, j'ai appelé l'URSSAF et je leur ai dit, les gars, j'étais pas au courant, quoi. Tu vois, je craignais qu'il y ait une pénalité. Au Ouais. final, ils se sont montrés très sympas, très conciliants. Ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de problème, vous faites ça, 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 et puis c'est réglé, quoi. Mm. Mais c'est le truc, tu le sais pas, ça peut te, ça peut te ruiner ton entreprise. T'imagines, tu le découvres 10 ans après, enfin eux le découvrent 10 ans après, et ils te demandent 10 ans de pénalité, pénalité Mm. journalière. Ouais. Et du coup, tu te retrouves à devoir rembourser une somme qui est énormissime alors que juste, tu savais pas. Donc Mm. ouais, non, créer une auto-entreprise, c'est une galère. Et il y a des chaînes YouTube spécialisées là-dedans, donc c'est bien de les regarder et tu peux vraiment prendre les meilleurs conseils qu'il y a à droite à gauche et parler avec des auto-entrepreneurs pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et en fait, il y a trop de choses. Genre, il y a pas longtemps, j'ai découvert aussi ce que c'était que les frais de débours. Je crois que ça s'appelle comme ça, débours ou débours. Je crois que c'est débours. Ouais. Qui fait que, imaginons, imaginons, je suis sur un tournage et je dois faire acheter du gaffeur à une prod. Et eux, ils veulent pas l'acheter eux. Ils me disent, bah, prends-le toi et on te le remboursera sur la facture. Mm. Imagine ton gaffeur, c'est genre 15,03 €. Tu le mets sur ta facture, bah, tu payes tes charges sur les 15,03 €. Et en fait, les frais de débours, c'est ça, c'est dire ça, je veux pas qu'il y ait de charges dessus parce que c'est pas moi qui l'ai payé, c'est pas de l'argent que j'ai reçu pour ça. Enfin, c'est pas de l'argent que j'ai reçu en chiffre d'affaires, c'est de l'argent que la prod devait mettre mais qu'elle a pas voulu mettre. Et du coup, c'est à moi de le payer et il me rembourse. Donc, il n'y a pas de raison que je paye des charges sur ça. Mm. Et donc là, il faut mettre le montant exact au centime près, sinon, le jour où tu as un contrôle, t'es niqué. Et il y a ça. Et pour te dire à quel point tout ce qui est administratif, c'est un peu une tannée pour moi, jusqu'à cet après-midi, je savais pas que j'avais droit à des congés spectacles. Parce que j'ai quand même fait des heures, des cachets un peu à droite à gauche. Et Mm. là, tout à l'heure, j'ai téléphoné à Audience. Et ils m'ont dit, mais en fait, ça fait 2 ans que vous avez droit à vos congés spectacles. Il faut juste les Ouais. demander maintenant, quoi. Ouais. Et voilà. Donc là, j'ai une petite somme qui doit arriver dans les 2 prochaines semaines que je savais pas que j'y avais droit. Et ça c'est le côté intermittence enfin c'est le côté cool de l'intermittence qu'on n'a pas en auto-entreprise. Tu vois, c'est que Mm. même si j'ai pas fait mes heures d'intermittence, j'ai quand même eu des cachets, donc j'ai droit à ces congés. Alors qu'en auto-entreprise, il n'y a pas ce système de t'as des indemnités. Genre si demain je peux pas aller travailler, j'ai pas de thunes qui rentre. Ouais. Et ça c'est un problème. Ouais, ouais. Mais justement, pour revenir sur ce truc-là, est-ce que c'est pas compliqué justement d'être toujours un peu sur un de marcher encore une fois sur des œufs, c'est-à-dire que bah, si t'as pas de clients, t'as pas de revenus. Est-ce que tu arrives quand même à te trouver les clients, à avoir un revenu mensuel toujours bien, quoi? Ouais, alors j'ai la chance d'avoir un très bon réseau qui fait que depuis 3 ans, j'ai même plus besoin de démarcher. Genre le boulot vient à moi, même quand j'ai pas envie de bosser, le boulot vient à moi. Pour te dire, là cet été, je suis parti une dizaine de jours en vacances et là pareil, il y a quelques jours, j'avais un tournage à Nice et du coup j'ai profité pour me prendre quelques jours avant et quelques jours après. Et sur ces périodes-là, tu sais, moi on m'appelle souvent du jour au lendemain pour aller travailler. Ouais. Et du coup, sur ces périodes-là, je suis passé à côté de l'occasion de bosser presque, presque tous les jours, tu vois. Donc, c'est pas rien. Je suis passé à côté de 2000 balles juste parce que j'ai accepté de me faire des vacances. Et en gros, on a des périodes creuses et des périodes où ça bourrine. Là, en ce moment, on est dans la période où ça bourrine à fond. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Selon le secteur où t'es, tu vois. Quand t'es dans la conférence, t'as des périodes de creux, genre tout ce qui est janvier, février, mars, il y a quasiment rien. Quand t'es dans l'audiovisuel, bah, les périodes où ça marche le mieux, c'est les vacances scolaires parce que les gens font leurs projets à ce moment-là. Donc c'est un peu des périodes stratégiques à connaître pour savoir quand tu peux te permettre de ne pas aller travailler. Mais par contre, les périodes où ça bourrine, tu as intérêt à être disponible régulièrement si tu veux faire un max d'argent et assurer avoir de l'argent de côté pour les jours où tu travailles pas, quoi. Ouais. Oui, parce que comme on disait, par rapport au statut intermittent, là, si tu travailles pas, tu n'auras aucune compensation financière T'as de la rien. part de l'État, quoi. T'as rien. Par contre, t'as as quand même parfois des aides de l'État, entre guillemets, selon ce que tu gagnes, selon tes revenus, parce que tu peux avoir le RSA, mais c'est un RSA complémentaire. Je crois que c'est si tu dépasses pas les 1000 ou 1100 € par mois, tu as le droit au RSA, tu as le droit à la prime d'activité, et je crois que c'est tout. T'as Mm. pas beaucoup d'aides, mais t'as quand même ça, tu vois, ça t'assure pas grand-chose, hein, c'est entre 200 et 400 € par mois, c'est 3 fois rien. Selon ta situation, bien évidemment, selon ton âge,
selon ce que tu gagnes. Et enfin, il y a un tas de paramètres qui font que, mais tu peux quand même avoir des petits trucs. Mais c'est pas, c'est pas des indemnités journalières comme si tu étais malade ou que tu pouvais pas aller bosser parce qu'il n'y a pas de travail, que tu es en période creuse, tu vois. C'est vraiment pas, c'est, ça complète pas ton salaire comme ça devrait être. Ouais. Et donc aujourd'hui, toi, tu souhaites poursuivre en tant qu'auto-entrepreneur ou tu souhaites justement évoluer, essayer d'évoluer dans un statut intermittent? Non, moi je rêve d'avoir l'intermittence depuis toujours, mais pour moi en tout cas, c'est tellement compliqué parce que en fait, les boîtes de prod avec qui je bosse le plus, eux, ils préfèrent bosser sur facture ou alors ils n'ont pas le statut pour te faire des cachets d'intermittence parce qu'il faut que la société ait un statut spécial. Et du coup, les clients avec qui je travaille le plus ne peuvent pas me faire ça. Donc, pour moi, pour l'instant, j'arrive pas à avoir l'intermittence et l'auto-entreprise, c'est vraiment quelque chose que je veux quitter parce que c'est vraiment un statut qui est naze comme pas possible. C'est bien au début parce que quand tu as besoin de facturer, c'est pratique, tu vois, ça se fait vite. En moins de 2 jours, tu as ton numéro de sirène et tu peux faire des factures et c'est légal et tout. Mais par contre, à partir du moment où tu cherches à avoir une société qui est un peu plus solide, l'auto-entreprise, c'est naze. Mais après, tout est une question de chiffre d'affaires. Parce que dès lors que tu vas dépasser un certain montant que tu dépasseras peut-être jamais de ta vie, bah, tu auras droit à la TVA ou ce genre de choses. Donc tu pourras récupérer de l'argent entre guillemets sur les trucs que tu achètes, comme si tu achètes du gaffeur ou, euh, ou je sais pas, du spack tape ou des piles ou n'importe quoi. Tu vois, tu peux récupérer la TVA dessus. Donc ça fait que au niveau des impôts, tu payes moins de charges, Hmm. si j'ai bien compris ce qu'on m'avait expliqué. Par contre, les boîtes de prod, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles préfèrent payer les gens sur facture parce que elles payent moins et toi, tu touches plus. Hmm. Je vais te donner un exemple con. Encore une fois, j'ai pas les vrais chiffres en tête. Je connais pas les vraies charges, mais imagine, tu prends un cachet à 300 euros par jour. La boîte de prod doit payer 600 euros parce que pour te faire ton cachet d'intermittence, il faut que ce soit à peu près 50% de plus. Donc elle va débourser 600 euros pour que toi, tu touches 300. Alors que sur facture, bah, tu pourras lui demander 400, lui il va te payer 400. Et toi tu retires 25% de ça, ça fait tu vas toucher 300. Dans les deux cas, tu vas toucher 300. Mais lui il aura payé 400 au lieu de payer 600. Si tu Hmm. fais un cachet d'intermittence, il te paye 600. Ouais, mais du coup, la différence, c'est que toi, du coup, t'as pas l'avantage de l'intermittence qui fait que si tu travailles pas, bah justement, t'es dédommagé, entre guillemets, chaque jour. C'est ça, C'est justement, ça. la différence. Donc, au final, est-ce C'est ça. que, du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, tu factures plus cher qu'un intermittent? Bah, t'essayes de facturer plus cher et t'as pas le choix de facturer plus cher puisque de toute façon tu viens avec ton matériel, avec ton expérience, avec ton temps et les jours où tu ne peux pas travailler, tu vois, tu t'inclus tout ça dans ta facture. Sauf que la plupart des clients vont toujours chercher à renégocier ton tarif. Donc, Hmm. d'ailleurs, si les gens veulent un conseil, un super conseil, donnez un tarif qui est plus élevé que ce que vous voulez toucher. Comme ça, quand le client va renégocier le tarif à la baisse, vous pourrez renégocier à quelque chose qui vous intéresse. Hmm. Ouais. Mais Et voilà, en gros, t'as pas les avantages. Comme là, le truc des congés payés que j'ai découvert tout à l'heure. Bon, en fait, si j'avais su, toutes les fois où on m'avait proposé des cachets, j'aurais dit oui. Puisque ça fait que là, je toucherais beaucoup plus en congé. Donc maintenant, hmm. je sais que les prochaines fois, je vais dire oui quand on me proposera un cachet au lieu d'être payé sur facture. Hmm. Là, pour information, les congés payés, du coup, intermittent, c'est 10% du montant brut des salaires à l'année que tu touches. Donc, ça fait quand même une petite somme au final, Bah ouais, pas déconnante. c'est ça. C'est ça, parce que là, en cachet, il y en avait pour un peu plus de 2000 balles. Du coup, ça fait que normalement, je toucherais à peu près 200 euros pour ça. Ouais. Alors que, en fait, ça fait comme si je travaillais une demi-journée en plus. Hmm. Ouais, ouais, donc c'est vrai que c'est C'est moins à pas. prendre. Ça, c'est clair. Toujours moins à prendre. Euh, Ouais. donc, tu souhaites te mettre intermittent, mais est-ce que tu t'aurais. Pourquoi pas avoir le souhait justement de passer l'étape du supérieur? Donc, c'est-à-dire, au lieu de se mettre intermittent, bah, tu crées vraiment une vraie entreprise. Et du coup, Parce que, quitter l'auto-entreprise. parce que je suis pas un commercial. J'arriverai pas à démarcher pour avoir suffisamment de clients et parce qu'en plus, il faut engager un comptable, il faut engager un trésorier, il faut engager d'autres techniciens avec moi. Si jamais moi je suis pas dispo pour une presta, si je veux faire rentrer du chiffre d'affaires, il faut qu'on soit trois ou quatre à bosser dans l'entreprise. Et enfin, ça devient un gros bordel administratif plus un gros bordel commercial. Et moi, je sais pas faire tout ça.
Je sais pas démarcher, c'est quelque chose que je déteste. Je saurais pas me vendre, je saurais pas aller vers les clients et dire bon bah voilà, on est une entreprise, on fait du son, on a une dizaine d'employés, on peut vous mettre un ingé son par-ci, un ingé son par-là. Moi, je le fais pas. Je bosse avec des boîtes de prod qui font ça, justement, je vois comment ils font, et c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais je sais pas faire. Donc Ouais. si demain il y a quelqu'un de confiance dans mon entourage qui veut monter un projet comme ça, en tant qu'associé et qui gère toute cette partie-là, et qu'on est sûr de trouver la clientèle, ouais, je le fais, je pars dedans. Mais à l'heure actuelle, c'est un truc que je sais pas faire. Et je veux Mm. pas m'engager dans un truc que je sais pas faire. Enfin, c'est con de dire ça parce que c'est une prise de risque qui est, dans la vie, il faut prendre des risques. Et ça, je le vois quand je fais du skate, tu vois. Il y a des trucs, je me dis, je sais pas faire, mais je me lance quand même et tout est dans la tête. Mais là, c'est vraiment, là, on parle d'une somme d'argent, quelque chose qui peut ruiner ta vie, tu vois. C'est pas comme si je me cassais une jambe en skate, c'est pas pareil. Ouais. Donc, c'est une prise de risque que je veux pas prendre, en tout cas, et que je j'ai pas les connaissances nécessaires pour faire ça. Mais donc tu disais, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui serait chaud et tout, tu lancerais ça à la place d'intermittence. Pourquoi tu lancerais ça par rapport à de l'intermittence? Ce serait quoi l'avantage de l'entreprise par rapport à l'intermittence? L'avantage, c'est que, bah déjà, si c'est pas moi qui tiens les rênes, il peut me faire des cachets d'intermittence. Ouais. Et du coup, ça peut être bénéfique. Ouais. Non, en vrai, je C'est- sais pas si légalement on a le droit de faire ça, mais ça fait que je sais que je pourrais être sur tous les terrains et que dans mon contrat, je pourrais négocier que je touche un pourcentage sur telle ou telle personne. Il y a des boîtes de prod avec qui je bosse qui font ça quand eux, ils peuvent pas être sur le terrain, ils me mettent moi et ils touchent, je sais pas, je vais dire une connerie dans les chiffres, mais imagine, je prends 300 euros, bah eux, c'est vendu, la presta, elle est vendue à 900 euros, ce qui fait qu'il y a ses charges dessus, plus un bénéfice et ce qu'ils me reversent. Mm. Et du coup, c'est intéressant parce que si tu as 3, 4, 5 gars qui sont comme ça, qui sont tous les jours sur le terrain, bah, tu as des bénéfices qui viennent de 3, 4, 5 personnes différentes. Ouais. Et toi, tu es là, tu as besoin de rien faire. Ou tu fais ce qui te plaît, tu vas sur le terrain aussi. Et tu as de l'argent qui rentre juste parce que tu as placé des gars à des endroits. Mm. En fait, c'est comme un placement financier sur des comptes bancaires. Tu as un livret A, tu as un LDD, tu as un PEL, tu places l'argent à droite à gauche, il te rapporte des intérêts. C'est un peu ça. Ouais. Ok, pour revenir justement sur les prestations que tu fais, donc tu fais aussi bien dans le cinéma que dans l'audiovisuel, enfin dans l'événementiel, on va dire. Euh, Ouais. et pourquoi justement tu fais dans ces deux branches? Est-ce que, parce que, enfin, pourquoi travailler dans les deux branches au lieu de se spécialiser dans une des deux, par exemple? Parce que en fait, j'aime un petit peu tous les domaines et je me verrais pas être enfermé dans un seul secteur parce qu'il y a des jours où j'ai pas besoin d'être avec des équipes de tournage. Il y a des jours où j'aime bien être seul en conférence derrière ma console à juste mixer. Il y a des jours où j'aime bien juste faire du streaming. Il y a des jours où j'aime bien. Mon plus grand kiff, tu vois, c'est enregistrer, mixer de la musique. Donc il y a des jours où j'ai envie d'être en studio. En fait, je pense que si je devais me spécialiser, et encore une fois, c'est une question de moyens financiers, si je devais me spécialiser dans un seul truc, c'est studio d'enregistrement. Hmm. Bruitage, doublage, musique. Et là, en fait, de fait de ma situation actuelle, que ce soit financière ou familiale ou peu importe, c'est bien d'être sur tous les terrains parce que ça me fait changer à chaque fois. Tu vois, je suis pas constamment dans le cinéma, je suis pas constamment dans la conférence, je suis pas constamment dans la caméra cachée, je suis pas constamment dans les concerts. Mais c'est intéressant quand même parce que tu rencontres du monde de partout et ce qui fait que quand tu es polyvalent, on peut te mettre sur plus de choses, sur plus de projets. Et du coup, ça fait qu'il y a moins de périodes creuses, il y a beaucoup plus d'activités et donc beaucoup plus de rentrées financières. C'est con à dire, mais le côté financier, c'est, on n'a pas le choix de passer par là, tu vois. T'as un loyer à payer, t'as la bouffe à payer, t'as plein de frais dans la vie, quoi. T'as pas le choix Hmm. de faire rentrer de l'argent. Donc, le fait d'être sur tous les terrains, ça fait que j'ai plus de chances d'avoir du travail. Alors que si je suis que dans le cinéma, par exemple, bah, c'est un milieu qui est saturé. Si je suis que dans la musique, c'est un milieu qui est saturé. Si je suis que dans les concerts, c'est un milieu qui est saturé. Et du coup, bah, les gens, ils ont déjà leur gars et le jour où leur gars peut pas venir, on va t'appeler. Mais ça arrive peut-être une fois sur 10. Et du coup, si tu es sur tous les terrains, bah, tu as plus de chances d'avoir un gars qui peut pas venir et qu'on t'appelle. Alors que si tu es sur un seul domaine, tu peux attendre longtemps. Hmm. Ouais, je vois. Donc pour revenir, du coup, cette fois-ci, on va parler un peu en pratique, justement. Comment ça se passe, pour ceux que ça intéresse, comment ça se passe une prestation en événementiel, par exemple? Comment ça se déroule? Alors c'est hyper variable.
La plupart du temps, tu connais pas tes horaires à l'avance, genre tu l'apprends peut-être 1 ou 2 jours avant. Là, on parle des conférences, hein, c'est ça quand tu dis Ouais, c'est événementiel. ça. Ouais, Par exemple, événementiel, tout ce qui est conférences, conférence, tout séminaires, ça. salons, congrès, ce genre de choses. Ouais. Donc, tu vas pas souvent connaître le, le- le sujet sur lequel tu vas bosser. C'est-à-dire que tu peux être sur un salon d'automobile, tu le découvriras peut-être le jour même, tu vois. Hmm. Et donc, tu arrives le matin, il y a le matériel qui est sur place en général, tu as juste à l'installer, à faire les essais techniques, tu prends connaissance du déroulé de la journée, tu vois le client, tu vas voir les points forts de la journée, tu vois les points importants. Par exemple, à telle heure, il y a telle conférence, là, il y a un fichier à diffuser, donc il faut que tu aies le fichier. Là, il va y avoir des intervenants, ils ont besoin d'un truc spécifique, par exemple, parler dans des cols de signes, donc il faut que le pupitre soit installé, ou alors avoir un micro serre-tête, donc il faut prévoir le serre-tête. Le nombre d'intervenants pour savoir combien de micros tu mets à disposition, s'il y a des questions du public qui peuvent être posées, dans ce cas-là, tu prévois un micro pour la salle, un ou deux micros pour la salle. Quand est-ce que c'est la pause repas aussi? Parce que quand tu es engagé sur un salon, en général, ils pensent pas aux techniciens, ils pensent pas qu'il doit manger. Du coup, le salon, c'est toute la journée. Parfois, c'est 2, 3 jours d'affilée. Mais t'as pas de pause entre les deux. Et tu vois, tu as des conférences toute la journée et t'as pas le temps d'aller manger. Donc, il faut prévoir ça. Et puis après, le soir, quand c'est le grand moment du rangement, c'est le moment qu'on déteste tous, quoi. Faut remballer Hmm. tout le matos, faut tout ranger proprement, tout Ouais. nettoyer. Et voilà, ça c'est une journée type dans l'événementiel, en tout cas pour tout ce qui est salon, séminaire et compagnie. Après l'événementiel, c'est vaste parce que tu as aussi le milieu du spectacle, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est concert. Hmm. Et là, c'est presque la même routine, sauf que là, au moins, tu sais à l'avance sur quoi tu vas bosser. Et donc, tu prévois, quand tu as des groupes à sonoriser, tu as les fiches techniques que tu reçois en amont, ce qui fait que tu peux prévoir le matériel à utiliser, tu connais les dispositions de la salle, tu peux patcher ta console de mixage correctement, enfin, tu peux faire ton routing, tu peux tout prévoir à l'avance. Et quand tu arrives, tu as juste à brancher les câbles et faire tes balances. Et après, imaginons le concert se fait, bah, c'est bien d'avoir un assistant aussi pour prévoir les problèmes techniques. Tu vois, s'il faut aller replacer un micro, un pied de micro, s'il faut aller changer un câble ou n'importe quoi, tu vois. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans l'événementiel parce que c'est très vaste, hein, l'événementiel, en Ouais. vrai. Tu peux tomber sur plein de choses. Donc, en vrai, il n'y a pas de journée type, tu vois, mais c'est des exemples qui reviennent assez souvent. On va dire, Ouais. c'est une manière de travailler qui est souvent comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps ça. Et puis aussi, en général, ça va être des horaires très bureau. Tu vois, quand c'est des conférences, des salons, ça va être généralement bon, sans compter les horaires où il faut arriver pour s'installer et tout, ça va être généralement peut-être du 8h-18h, du 9h-19h. Donc tu viens 1 ou 2 heures avant pour installer, tu prévois 1 ou 2 heures après pour casser le set. Et quand c'est des concerts, bah, tu sais que tu vas surtout bosser la nuit, donc tu vas arriver sur place vers 14-15 heures pour commencer à installer le matos, faire les balances, ça joue à 19-20 heures, et après tu sais que t'es pas chez toi avant 2-3 heures du mat. Ouais. C'est des trucs comme ça, quoi. Donc c'est difficile le rythme justement quand tu parles ouais, de rentrer à 3 heures du mat. C'est un rythme du coup un peu différent. C'est compliqué à se mettre dedans. Ça dépend pour qui. Moi, non, je suis insomniaque depuis que je suis minot. Du coup, je peux enchaîner facilement de nuits blanches comme ça et travailler à être en pleine forme ou alors dormir qu'1 heure. C'est pas un problème pour moi, mais je sais qu'il y en a, ils ont besoin de leurs 8 heures de sommeil. J'ai des potes techniciens ou musiciens qui eux, ont besoin d'une vraie nuit de sommeil, sinon ils arrivent à rien dans la journée. Et c'est en fait quand tu t'engages dans l'audiovisuel ou dans l'événementiel, il faut être préparé à ce rythme. Sinon, tu vas aller bosser dans les bureaux et tu fais du 9h-17h tous les jours, quoi. Hmm. Mais c'est vraiment le truc qui fait tout son charme à ce métier, c'est que tu sais jamais quand tu vas finir. Un tournage, tu sais quand il commence, tu sais pas quand il termine. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux te dire, bon, bah, ce soir, je rentre à 2 heures du mat, comme je rentre à 19h, tu vois, Hmm. c'est n'importe quoi. Ça dépend de comment ça avance, ça dépend de plein de choses, ça dépend des problèmes techniques, ça dépend vraiment d'un tas de paramètres. Juste le truc chiant, c'est quand tu as un autre client le lendemain et que t'arrives, t'es pas, comment dire, les batteries sont pas rechargées, tu vois. Ton Ouais. matériel, tu as des batteries dedans, tu as des piles, tu as des batteries pour les caméras, pour les enregistreurs, tu as plein de trucs comme ça que tu dois recharger, tu as des casques aussi à recharger, tu as les liaisons HF, tu as plein de trucs à recharger. Et ça, la plupart des clients n'en tiennent pas compte. Ils se disent, bon, bah, c'est pas grave, on va finir à 3 heures du mat. Sauf que toi, demain, tu te lèves à 6 heures, donc t'as que 3 heures pour rentrer chez toi, charger, repartir. Ce qui fait que ça va charger 1 heure et demie. Tu peux pas charger en 1 heure et demie, c'est pas possible. Il faut Hmm.
entre 4 à 8 heures pour charger le matos selon ce que tu as comme matériel à charger. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, mais c'est à toi aussi de l'imposer, tu vois. Si tu sais que tu as un tournage ou une presta ou quoi, où tu as besoin de ce matériel, bah tu sais que la veille, tu vas essayer de faire en sorte de ne pas prendre quelque chose qui finit trop tard, tu vois. C'est à toi de t'organiser là-dessus. Et à côté de ça aussi, tu as aussi le fait que pour la plupart des clients, quand ce sont des étudiants par exemple, eux, leur court métrage, c'est leur gros projet de l'année, ils vont mettre toute leur vie dedans. Ils vont te faire 2 jours qui sont hyper condensés, où tu vas avoir 1 milliard de plans à faire, où tu vas dormir 1 heure par jour. Et ils vont être contents de leur expérience, tu vois. Ils vont te dire, ouais, c'est trop cool, on a fait un projet comme ça en 2 jours, on n'a pas dormi et tout. Ouais, sauf que toi, le technicien, c'est ton métier, tu fais ça tous les jours. Des Mm. projets comme ça, j'en vois tous les jours. Et du coup, moi, c'est tous les jours que je dors pas. Donc ouais, c'est un rythme qui est quand même très instable, mais il faut s'y préparer en fait quand tu rentres dans ce milieu-là. Il Ouais. faut se dire que ça va être la galère. Mm. Tu sais pas quand tu vas dormir. Ok, tu nous as présenté une journée du coup, en tant que prestataire, enfin, du coup, en tant avec l'événement. Du coup, c'est quoi une journée quand tu bosses dans le cinéma? Quand je bosse dans le cinéma, je vais recevoir un mail ou un coup de téléphone, on va m'expliquer le projet, je vais dire oui ou je vais dire non. Si je dis oui, je dois assumer jusqu'au bout. Je vais recevoir tout un tas de documents dont j'ai besoin, genre le scénario que je ne lis pas parce que je déteste lire, mais je regarde au moins combien il y a de personnages parlant à l'image pour prévoir le nombre de HF à prendre. Mm. Je regarde à peu près les répliques, la longueur des répliques pour pouvoir anticiper quand je vais devoir bouger ma perche. Imaginons, ça c'est si je suis moi à percher, tu vois, mais si j'ai un assistant, il se débrouille. C'est pas Ouais. Mais si c'est moi qui perche, tu vois, je dois savoir quand la ligne se finit pour passer à l'autre comédien, sur qui je vais aller. Je vais avoir besoin de documents, genre le découpage technique, pour vraiment savoir, genre tel cadre, ce sera comme ça, c'est un plan large, ah bah merde, c'est con, je peux pas percher. Ou alors, si je sais que c'est un plan fixe, que ça bouge pas, et qu'il y a un bon monteur derrière, je peux faire une clean plate, c'est-à-dire venir avec ma perche comme ça dans le champ, Mm. et après on fait un plan à vide, et au montage, il efface toute cette partie-là, tu vois, et on verra plus la perche. Mm. Ouais. Donc il y a ça à prévoir. Si c'est un plan serré, bah c'est cool. Je sais que si on est cadré comme ça, je peux rapprocher ma perche jusque là. Donc ça, c'est des trucs que je peux anticiper. S'il y a de l'extérieur, je sais qu'il faut que je prenne du matos pour l'extérieur. Genre le blimp, tu vois, l'espèce de gros truc anti-vent qui se met sur le micro. Mm. Toute cette partie-là, c'est donc la pré-prod. Donc il y a encore plein d'autres documents à avoir. La feuille de route aussi, tu vois, tout ce qui est savoir le lieu où je vais. Je regarde sur Google Maps pour voir si je peux me garer ou pas. Par exemple, je te dis un truc, les projets en plein milieu de Paris, genre dans Châtelet ou quoi, je les prends pas parce que impossible de se garer là-bas, il n'y a plus de place de parking. Ouais. Donc c'est des projets que je refuse. Donc déjà savoir où je vais me garer, comment je peux me garer, si c'est un parking payant ou si c'est gratuit ou pas, savoir ce qu'on va manger. Donc il faut fournir des documents à la régie pour dire tout ce qui est Les allergies, alimentaire, tout là, ça. les allergies et tout. Moi, je suis l'enfer des régisseurs. J'ai pas d'allergie, mais il y a beaucoup de trucs que je mange pas. Je Mm. suis hyper compliqué en bouffe et du coup, ça c'est le point qui est trop souvent négligé. Souvent, je me retrouve sur des tournages où ils ne sont pas renseignés là-dessus. Ils m'ont pas envoyé la feuille pour préciser tout ça et du coup, je me retrouve à pas manger. Donc, je leur dis bon bah, je vais me chercher un kebab quoi. Ouais. Et donc ça, c'est toute la pré-prod. Donc ça se passe en général, ça peut être 2 jours avant le tournage, comme ça peut être 2 mois avant. Après, sur le tournage, bah, les horaires, c'est variable, comme je t'ai dit. Il y a des tournages, ça peut commencer à 14 heures, il y en a, ça peut commencer à 3 heures du mat, d'autres, ça peut commencer à 9 heures. Donc, on va arriver à l'heure qui est demandée. En général, le son, on met beaucoup moins de temps que les autres à s'installer. Par contre, nous, on peut s'installer que quand le cadre est posé, la lumière est posée, les comédiens sont en tenue et maquillés. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être là à 8 heures pour un prêt à tourner à 11 heures. On peut arriver à 10 heures sans problème. Après, il y a toute la partie répétition. On a besoin d'avoir une mécanique avant de tourner les scènes parce que bah, ta première séquence, ton premier plan, il va être foiré à chaque fois. Tu sais pas ce qui se passe dans l'action, tu sais pas comment vont réagir les comédiens, tu sais pas s'ils vont crier ou pas, donc tu sais pas comment régler la sensibilité de ton micro pour pas que ça sature. Tu vois, tous ces réglages-là, tu peux les faire que en ayant vu la scène. Donc tu as besoin qu'il y ait des répétitions. Mm.
Donc il y a les mécaniques et il y a les mécaniques techniques. La mécanique technique, c'est quand on répète en condition. C'est comme si on tournait la scène, sauf qu'on la tourne pas, mais on répète vraiment en plaçant la perche, en plaçant les caméras, la lumière et tout, et on joue la scène sans la tourner. Après, bah, tout se joue correctement toute la journée, on mange, on rigole, on, on fait des blagues, tout ça, et puis après, en Mm. fin de journée, il faut ranger le matériel. Là vient le moment du dérush, donc filer les rushs à la personne. Moi, j'ai une condition que j'impose, c'est que je ne donne pas les rushs tant que je suis pas payé. Parce que ça m'est déjà arrivé de galérer à recevoir des paiements. Il y a eu un client qui a mis 4 mois à me payer, par exemple. Bon, lui, il était décédé entre-temps, Ah oui. mais voilà, j'ai galéré à récupérer mon argent. J'ai un client qui m'a pas payé depuis 2 ou 3 ans. Et lui, il a retourné tout son projet parce que le cadreur avait perdu les rushs Ah d'image. oui. Et du coup, bah, il m'a pas payé et en plus, il a tout retourné. Ce qui fait que bah, il a plus d'intérêt à avoir les rushs sons que j'avais captés moi, donc il me payera jamais. Mm. Et donc, j'impose vraiment cette condition de je donne pas les rushs si je suis pas payé. Mm. Et quand c'est le cas, on déroge sur place. Quand c'est pas le cas, je rentre chez moi, je fais le tri dans les rushs tranquille sur mon ordi et je mets ça sur mon serveur. Et après, quand je reçois le paiement, je lui envoie le lien. Et un autre truc important sur le tournage, c'est qu'à ce moment-là, je suis aussi en pré-prod pour les autres projets. C'est-à-dire que toute la journée, bah, je reçois des mails ou des coups de téléphone pour organiser le tournage de demain ou la conférence d'après-demain ou les trucs du genre. Ce qui fait que bah, t'es pas pleinement dans le tournage. C'est pour ça aussi où ce que tu disais tout à l'heure, avoir le statut de société et avoir plusieurs personnes à caler à droite à gauche, ça pourrait être bien parce que toi, tu es là, tu prends toutes les informations et tu les redonnes aux techniciens en temps et en heure. Ça, ce Ouais. serait cool. Alors que là, j'ai l'impression de passer mon temps à devoir répondre à des mails ou à des textos ou quoi, et leur dire bah, je suis en presta là, je peux pas t'appeler, on peut pas faire la réunion maintenant, mais vas-y, donne les informations et basta quoi. Ouais. Ça, c'est un peu une journée type. Mais après, tous les tournages sont différents. Du coup, pareil, comme je disais tout à l'heure, la journée, ça va pas se passer comme ça tout le temps. Dans les grandes lignes, ça va être ça, mais après, ça va varier selon les projets, ça va varier selon plein de choses. Ok. Bon, on a beaucoup parlé de cinéma, de du visuel, mais on n'a pas parlé beaucoup d'un truc que toi, je pense, tu fais beaucoup, c'est de la musique. Ouais, ouais. Parce que, donc, du coup, toi, en fait, c'est la musique qui t'a entraîné dans le milieu au final, au tout début. Ouais, c'est ça, c'est la musique qui a fait que je suis dans l'événementiel et dans l'audiovisuel. Que ce soit parce qu'il fallait faire mes clips ou parce qu'il fallait faire des concerts. Tu vois, les deux sont liés, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as beaucoup de... Est-ce que la plupart des techniciens avec qui tu bosses, bah justement, ils ont aussi ce truc avec la musique? Enfin, est-ce que vous êtes tous un peu... Non, c'est quelque chose de... Non, non, c'est rare en fait. Enfin, c'est pas rare parce que tout le monde a un petit peu une guitare chez soi ou un piano, tu vois. Donc tout le monde fait un petit peu de musique. Mais faire de la musique en professionnel ou de rêver d'en vivre, non, c'est pas le cas de tous les techniciens. Et en général, quand tu te retrouves à faire de la production musicale, c'est que t'es un musicien raté. Tu vois, c'est que Non. t'as pas percé dans la musique, donc du coup, tu produis de la musique. Donc, bah, la plupart des ingé sons en studio sont musiciens, mais la plupart des ingé sons sur les tournages ou les conférences ou quoi, ils viennent pas du tout du monde de la musique. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué en discutant avec les autres. Oui, il y en a forcément, évidemment, mais c'est pas le cas de tous. Hmm. Donc en plus, à côté de travailler dans le cinéma, travailler dans l'audiovisuel, travailler dans le web, et tu gères aussi donc ta chaîne YouTube Sky Anaclea. Ouais. Et du coup, ton projet musical, c'est quoi ton projet? Attends, on a perdu ta cam. C'est Ah là encore la là, veille, c'est regarde, pas tu encore la appuies sur un batterie. bouton, il va revenir. Bim, c'est revenu. Super. Voilà. Oui, c'est quoi ton projet musical à la base au final? Alors, mon projet, il est difficile à définir parce que, en fait, quand je me suis lancé en solo sous le nom de Skylar McLeod, je voulais faire du rock country. Donc, j'ai produit mes deux premiers albums en rock country. À côté de ça, avant les albums et entre deux albums, j'ai fait plein d'EP dans des styles différents, dont du rock country aussi, mais j'aime bien toucher à tout. Donc, j'ai fait du metal, j'ai fait du rap, j'ai fait du reggae, j'ai fait du hardcore, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et même encore maintenant, c'est le cas, tu vois, je touche un peu à tout, mais quand je sors un album, je veux qu'il soit vraiment dans un style en particulier. Mes deux premiers albums sont rock country, et mon troisième album, c'est de la synthwave, qui n'a rien à voir avec le rock country. Et du coup, c'est un petit peu ça le projet Skylar McLeod, c'est en gros, c'est un musicien qui montre ce qu'il sait faire. C'est pas un genre en particulier. Ouais. Mais après, ça me permet de m'adapter sur les concerts où si je veux faire quelque chose d'assez énergique, je vais partir en métal, je fais un concert avec
avec des bandes sonores et ma guitare électrique, et donc ça va être assez hard. Quand je vais faire quelque chose de plus doux, comme là par exemple le 12 novembre, je passe sur Bordeaux FM, j'ai une interview plus 4 morceaux en acoustique, bah du coup là on part plus dans la vibe rock country, tu vois, je serai en Ouais. acoustique, je vais pas faire du métal en acoustique. Et après, quand je veux jouer par exemple sur des synthés ou des trucs du genre, ou faire de la composition à l'image ou des trucs du genre, je vais partir plus dans des vibes un peu électroniques ou bah, d'où la synthwave justement. Mm. C'est ça en fait, c'est le fait d'être un peu variable, comme dans mon milieu d'ingénieur du son, tu vois, c'est sur tous les terrains pour pallier à toutes les demandes. Si Ouais. demain on a besoin de moi pour un concert en première partie et que c'est une artiste pop, bah, je sais que je vais arriver avec mon projet rock country. Si demain je fais une première partie d'un groupe de métal, je vais arriver avec mon projet qui est un peu plus hard. Ça va Mm. être ça. Ok, et puis donc, comme tu disais, tu réalises beaucoup de clips, enfin la plupart de tes musiques sont avec ce sous-clips. Est-ce que ça prend un peu le même travail que faire un court-métrage pour un peu, pour ceux qui font des courts-métrages, est-ce que c'est un peu la même chose pour pouvoir Non, réaliser un c'est clip? complètement différent. C'est bosser un clip et bosser un film, c'est deux manières de travail différentes, c'est deux manières de faire qui sont pas les mêmes. C'est vraiment un court-métrage, tu as très peu de place à l'improvisation. Alors que dans le clip, tu as toute une partie qui est artistique où, oui, c'est sûr que tu vas avoir un découpage technique, tu vas avoir des plans, des idées de plans, des scénars, parce que maintenant il y a de plus en plus de clips qui se font comme des courts-métrages où tu vas avoir une histoire qui est racontée, visuelle surtout. Mais tu vas avoir un gros parti, une grosse place à l'improvisation. Et un jour, tu vas arriver sur un spot. Bah là, par exemple, le clip qu'on voit, la Frankenstein, Mm. ça, c'était un manoir abandonné. Et on est arrivé là, on s'est dit, OK, il y a des télés sur place. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va placer les télés à cet endroit-là, on va placer un siège, on va placer une table, on va mettre des éléments dessus. Et tout ça, c'était pas prévu. C'est juste, on est arrivé sur place, on a vu ça et on s'est dit, OK, on va faire ça. On pose ça là et on va tourner des plans et on va voir si ça match. Et donc il n'y a aucune écriture avant sur ce que tu fais, t'arrives et c'est du one-shot. Ouais, en fait, ça dépend des clips. Le clip Trapped in the Dark, il était très scénarisé. Je savais exactement quel plan je voulais à quel endroit. Et les clips comme ça, comme Frankenstein ou le dernier en date, It's Midnight Again, j'avais des idées, j'avais une trame principale, une trame narrative. Tu vois, là, dans Frankenstein, par exemple, je me retrouve face à moi-même et je voyage dans le temps à l'aide de quelque chose qu'on va découvrir là dans quelques secondes. Mm. Et du coup, on me redécouvre moi enfant, et c'est un petit peu ça le truc du clip, c'est le voyage dans le temps en fait. C'est je suis face à moi-même, face à ma vie, et c'est la trame principale. Et après, il faut habiller ça. Il faut trouver des idées, il faut trouver des lieux où tourner. Et voilà, elle est belle la DeLorean. Très 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 belle. Et justement, en termes Ça de dégage. production, c'est de l'autoproduction que tu fais ou tu as une prod justement pour financer tous ces tournages-là? Non, c'est de l'autoprod. J'ai un label sur lequel j'ai signé mes 2 albums rock country et quelques EP. Mais il est là plus pour me mettre en avant musicalement, tu vois. C'est plus une maison d'édition, c'est pas quelqu'un qui va produire mes clips. Donc du coup, tout ça, c'est sorti de ma poche. En fait, c'est mon contrat de, comment dire, un contrat de licence en musique. Tu as les contrats d'artiste, les contrats de licence, etc. Contrat d'artiste, en gros, ton nom appartient à la maison de production et bah, c'est eux qui avancent l'argent et tu les rembourses petit à petit sur les ventes d'albums, de merch et compagnie. Alors que là, moi, c'est vraiment, bah, je peux signer les morceaux que je veux, mais par contre, c'est moi qui produis tout ça, c'est moi qui mets l'argent, c'est moi qui tourne. J'ai quasiment pas d'équipe derrière moi, hein. J'ai un ami qui est cadreur, Mm. qui me suit sur presque tous mes projets de clips. Marvin Dovillers, c'est le cadreur de Greg Guillotin, enfin un des Mm. cadreurs de Greg Guillotin. Et il me suit dans la plupart de ce genre de conneries, quoi. Et parfois, je suis tout seul à me filmer, parfois, j'ai d'autres potes qui tiennent la caméra. On fait avec les moyens du bord. On fait avec les moyens du bord et les connaissances qu'on a dans l'audiovisuel, parce que, mine de rien, on vient quand même du milieu de l'audiovisuel, ce qui fait qu'on a quand même quelques connaissances, quelques bases à mettre là-dedans. Notamment pour le dernier clip, It's Midnight Again, on savait que là il fallait telle lumière, que là il fallait telle caméra, enfin tel objectif parce que on n'allait pas avoir assez de recul. C'était un minimum scénarisé comme si on faisait un court métrage. Et selon le clip qu'on va faire, bah, ça demande des moyens différents, ça demande une réflexion différente pour travailler ça. Ok, et donc, ouais, tu dis c'est de l'autoproduction que tu fais. Euh, je viens de perdre ma Et il y a question combien qui de pages c'est. autour? Oui, voilà, Oui, comme on le voyait là, j'ai coupé, mais oui, il y a beaucoup de monde qui tourne. il y a plein de gens derrière.
Et après, tu as aussi les figurants dans le dernier clip, donc tu as une liste comme ça qui défile au générique, mais parce que tu Ouais. as une trentaine de figurants, mais après, chacun a un double rôle dedans, tu vois. T'en as un, il est à la fois cadreur et figurant, l'autre, il fait la lumière et de la figuration, l'autre, il joue dedans et il fait de la pré-prod dessus. Tu as plein de trucs, mais tu as quand même des équipes derrière. Je suis pas tout seul non plus, c'est autoproduit, c'est moi qui cherche les fonds pour financer ça, mais il y a quand même des équipes derrière. Je suis pas tout seul, tout seul. Ouais. Et ça, c'est ton objectif final, en fait. Ton vrai objectif final, c'est de faire de la musique. Ouais, c'est ça, c'est percer dans la musique, faire de la musique à plein temps, partir en tournée, enregistrer des albums tout le temps, tourner des clips tout le temps. C'est la vie que je rêve d'avoir là depuis 17 ans, je crois, un truc comme ça, Ouais. depuis que je suis gamin. Donc, est-ce que avec ton métier justement de chef opérateur son sur du cinéma, sur de l'événementiel, ça permet justement d'aider à travailler, enfin à développer ce projet? Ouais, 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 ça peut aider. Je te donne le dernier exemple en date. Après, des cas comme ça, il y en a plein, tu vois, c'est des contacts à droite à gauche. Mais dernier exemple en date, il y a quelques mois, j'ai été invité chez Stardust pour découvrir le nouveau système son immersif de chez DNB. Hmm. De là, la contact que j'avais m'a envoyé en tant que presse sur le festival K-Rock à Bergerac. Là-bas, je me suis fait un contact chez Bordeaux FM. Et du coup, bah là, ils m'ont appelé pour venir faire une émission avec eux, pour parler de mes projets et faire un live acoustique chez eux. Ce qui veut dire que du son, je suis arrivé à un concert acoustique sur une radio. Hmm. Donc il y a plein d'autres exemples comme ça, mais en fait, tu es sur un tournage, tu te fais des contacts et telle personne fait de la musique ou travaille aussi à côté dans l'événementiel ou n'importe quoi. Parce que la plupart des techniciens, ils ont deux travails, tu vois, ils sont pas tous à 100% là-dedans, ils ont tous des trucs à côté ou des contacts là-dedans. Et en discutant, bah, tu peux te retrouver à faire un truc par-ci, un truc par-là. Il y a eu un cas aussi une fois où, pour une web série, j'ai dû composer la bande originale, ce qui fait que bah, je fais mon travail de musicien grâce à l'audiovisuel, puisque c'était pour un projet de web série. Donc c'est des occasions comme ça qu'il y a une fois de temps en temps, mais c'est bénéfique. C'est c'est le son qui m'a apporté là-dedans, qui m'a mis un pied dans la musique, un pied dans l'audiovisuel. Ok. Bah, je vais te proposer un petit jeu là. Il nous reste une vingtaine de minutes. Le petit jeu, Ouais, je suis avec tout le monde. C'est un concept qui vient du Go Decrypt. On va avoir 60 secondes. Enfin, je vais avoir 60 secondes pour te poser un yes. maximum de questions. Et tu dois répondre à un maximum, tout simplement. Pour l'instant, Ouais, c'est le record, c'est Ilona qui en a 13, je crois, sur les vingtaines que j'ai. Donc, on va ah voir. putain, bien ouais. Ouais, Je vais ouais. en faire deux ou trois, hein, Ah ouais, on va c'est voir. sûr. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt depuis que je suis né. Eh ben parfait. Eh ben c'est parti. Alors, le meilleur de ton métier. Le meilleur de mon métier. Euh, Si je dois citer un nom, je dirais Chris Lord-LG. C'est un peu surcoté, mais Ok. Le pire conseil qu'on t'a donné. fait de l'argent. Ton micro préféré. Alors j'hésite entre évidemment un Neumann U47 ou U87 ou alors avec un micro à 30 euros, genre le Prodip TT1. Ah, ok. Le meilleur Non, allez, conseil qu'on t'a donné. le Ouais. SM57 là, celui que j'ai là. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, fait de l'argent. Tes logiciels pour faire du son. Mixcraft. Ce qu'il faut absolument connaître en tant que chef opérateur son. Les micros, c'est important de connaître les micros. La meilleure source d'apprentissage du métier. YouTube. Faut-il être passionné? Ouais, complètement. Le conseil que tu aurais aimé recevoir. Fait de l'argent. Trois caractéristiques d'un bon chef opérateur son. Euh, Trois caractéristiques. Avoir Ouais. du bon matos, être un beau gosse et aimer la bière. Mais c'est important la bière dans le milieu. Ouais, c'est important parce que les soirées de fin de tournage, elles se terminent souvent autour d'un verre ou quand tu as une avant-première à faire, il y a aussi de l'alcool. Enfin, c'est quelque chose auquel on n'échappe pas en général. Hmm. Ok. Ouais, puis tu dis c'est surtout les micros. Je me rappelle plus ce que tu as dit là, les trois caractéristiques. J'ai oublié directement. Connaître les micros. Ouais. Je sais pas, j'ai sorti n'importe quoi, mais je crois que j'ai dit connaître les micros. C'est Ouais. important parce que, bah, en fait, comme je le disais tout à l'heure, si tu as un tournage en intérieur ou en extérieur, ça va pas être la même chose. Si tu as
un micro-cravate à placer sur un comédien et que son vêtement est trop léger, bah, il faut une capsule qui soit quand même assez fine. Donc tu peux pas te permettre d'avoir. En fait, si je voulais te montrer des exemples, il faudrait que j'aille là-bas là, chercher du matériel. Ouais, Et vas-y si du tu coup, veux, en hein. gros, ouais, j'ai le temps. Bah, Je vais on a faire le ça en temps, on a le détail. temps, on a le temps. J'en ai pour 2 secondes. Non, non, donc là, il reste une vingtaine de minutes. Après, on sera avec Théo Fernandez, du coup, à 21h pour, euh, pour la dernière session du forum. Alors, ça par exemple, c'est une capsule. Attends, je regarde si la mise au point est faite ou Ouais, pas. on l'a pas mal. Ouais, là, on l'a pu. Là, yes. Voilà, truc de youtubeuse beauté. Ouais. Hop là, ça c'est une capsule ME2 de chez Sennheiser et tu vois, elle est quand même assez épaisse, c'est une grosse boule. Mm. Et la ME4 est encore plus grosse que ça. Et après, on a des autres capsules, genre les Sanken COS 11, que j'ai pas sorti d'ailleurs, elle est par là-bas aussi, Ouais. que je n'irai pas chercher. Il y a ça ou les DPA 4060 qui sont des capsules qui sont très très fines, genre elles font presque la taille du fil. Donc ça, c'est plus simple à dissimuler. Alors que les Mm. grosses comme ça, là, c'est un petit peu compliqué. Genre, tu sais que tu vas le mettre sur des gens qui ont des vêtements amples ou sur les soutifs des filles, par exemple, parce que bah, ça fait que le t-shirt passe au-dessus et ça ressort pas. Mais par contre, quand elles sont habillées en moulant ou avec une robe ou quoi, et que tu le mets, ça fait une grosse boule là, juste là. Et du Mm. coup, tu vois que ça. C'est Oui. dur à dissimuler. Et après, quand tu enregistres de la musique, bah, si tu connais pas les micros que tu utilises, tu vas te retrouver avec des sonorités complètement improbables et pas du tout fidèles à ce que tu voulais enregistrer. Et j'ai une vidéo comme ça d'exemple sur ma chaîne YouTube où je teste plein de micros, où j'explique pourquoi c'est important d'avoir Mm. plusieurs microphones, pardon. Et où, tu vois, je parle et je change de micro quasiment toutes les 10 secondes et tu te rends compte que le son, il change à chaque fois et que parfois, tu as des micros, ils ont un son qui est juste horrible. Mais après, bien utilisé sur le bon instrument ou sur la bonne voix, ça se remarque pas et ça l'embellit encore plus. Donc c'est hyper important de connaître tes micros. Et donc, au final, c'est important d'expérimenter dans le milieu. Justement, il faut pratiquer, pratiquer à mort pour s'améliorer. Faut faire des tests. Faut faire que ça, faut faire que des tests. Tu testes plein de trucs, il faut pas être fermé en disant bah non, moi je préfère tel micro, je bosse qu'avec ça. Moi, il y a un micro que je kiffe, le Aston Element. En plus, j'ai aidé à le développer. Et c'est un de mes micros préférés. Et pourtant, je l'utilise très peu, parce que c'est un micro qui est chargé en basse. Et c'est compliqué d'utiliser, tu vois, à part faire de la voix off avec. Et encore, il se prête mieux sur les voix féminines que masculines. Et c'est un micro qui est compliqué à utiliser. Ou alors quand tu fais du stream, que tu dois sonoriser une batterie, tu vas le mettre sur la grosse caisse, là il va très bien ressortir. Mais tu peux pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Tu peux l'utiliser pour une guitare acoustique par exemple, mais tu vas pas l'utiliser pour un ampli basse parce que tu vas faire saturer tes basses avec. Mm. Et Ok. pourtant c'est un de mes micros préférés et je l'utilise pas. Enfin j'utilise Oui. presque pas parce que bah, il C'est faut savoir dans spécifique. quelles conditions l'utiliser. C'est ça, c'est spécifique. Il faut savoir vraiment quand l'utiliser stratégiquement. C'est pas parce que tu as tel ou tel micro qui vaut tant d'euros que tu dois l'utiliser partout. Il y a des micros ultra chers à 13 000 balles, genre le U47 ou le 87, je sais jamais lequel des deux est le plus cher. Et c'est une énorme référence dans le son, et pourtant, il a beau être magique, tu vas pas l'utiliser partout. Tu Mm. pourrais, hein, parce que il est vraiment merveilleux comme micro, mais il y a des situations où d'autres font largement l'affaire. Ok. On a beaucoup parlé de pré-production là au cinéma et de tournage. Mais après, toi en post-production, est-ce que tu interviens aussi? Est-ce que tu fais du montage son ou des choses comme ça? Alors, c'est des choses que je fais, mais que je déteste faire. Je préfère laisser ceux qui sont spécialisés là-dedans. Moi, je suis surtout. Mon grand kiff, c'est mixer de la musique. Donc, mixer du film, je suis pas spécialisé là-dedans et j'ai pas les outils pour. Tous mes outils sont très colorés. Tu vois, là, genre, à côté de moi, j'ai des périphériques analogiques. Et ça, c'est génial à utiliser. Bah là, comme je fais pour de la voix, où c'est génial à utiliser quand tu es dans un contexte musical. Mais par contre, sur un film, ça va rajouter du souffle, ça va rajouter du bruit analogique et tout. Et quand tu fais du film, c'est pas ce que tu cherches à avoir. Mm. Et donc, je préfère laisser ça à ceux qui sont spécialisés là-dedans. Après, j'en fais de temps en temps, par-ci, par-là, sur mes propres projets ou sur des trucs pour des amis, pour les dépanner. Mais si j'en fais pas, la grosse raison pour laquelle j'en fais pas, c'est que je vis chez mes parents. J'ai mes frères, dont le plus proche est là, juste à côté. Là, il y a à 2 mètres de moi, il y a un mur. Mon mur, c'est du carton et il est là. Et mes Mhm. deux frères bossent de nuit, ils dorment la journée. Autant me dire, je peux pas faire de bruit, je peux rien faire. Ah ouais. Donc c'est un peu embêtant si je devais prendre des projets et les faire traîner pendant 2 mois parce que je peux mixer que le dimanche et encore la plupart des dimanches je travaille sur le terrain, bah je peux pas, ce serait une perte de temps et d'argent, une perte de temps pour le client et une perte d'argent pour moi. Donc c'est pas
enfin pas une perte d'argent, plutôt un gain, un bénéfice inexistant, on va dire. Ouais. Donc j'en prends pas. Pour l'instant, j'en prends pas. Tant que j'ai pas mon chez moi, tant que j'ai pas mon studio, j'essaye de pas faire de post-prod sur les projets sur lesquels je bosse. Par contre, je donne souvent des conseils. Quand, quand j'enregistre dans un format spécial ou que les clients ont une demande spécifique sur tel ou tel truc ou comment retirer tel bruit de fond ou comment, comment remettre les sons en phase ou quoi, j'hésite pas à les appeler, à leur expliquer la marche à suivre, les rediriger vers des vidéos que j'ai déjà fait qui traitent de ces sujets ou les rediriger vers des collègues qui sont un peu plus spécialisés que moi là-dedans et qui pourraient appeler pour leur faire le travail. Ok. Ça, On a... c'est. Ouais, Ouais. vas-y. Non, vas-y, termine là-dessus parce que enfin, j'enchaîne. Non, j'allais juste te dire qu'à ce niveau-là, j'étais pas fermé, tu vois. Genre, je vais pas leur dire, je te fais pas la post-prod et en plus de ça, je te redirige vers rien, tu te démerdes. C'est Hmm. vraiment, on a quand même une conscience. C'est mon nom qui est derrière après dans le film, hein, donc Ouais. il faut quand même que si ma prise de son est nickel. D'ailleurs, là, j'ai reçu hier le mix d'une prise de son que j'ai fait, une captation d'un live acoustique d'un pote à moi qui est batteur. En gros, j'avais sonorisé son groupe. Il a fait un groupe avec un mec qui sort de The Voice. Et le cadreur, c'est un des cadreurs d'Orelsan. Donc c'était vraiment un truc qui était super à bosser. J'ai fait une prise de son, elle était ultra clean, ultra propre, ultra belle. Ouais. Ça a été mixé à Tahiti. Il me l'a envoyé et j'ai pété un câble tellement c'était bien mixé. Et je me dis que même moi, si je l'avais mixé, j'aurais peut-être pas fait aussi bien parce que bah, les conditions font que chez moi, je peux pas mixer, je peux rien faire. Ouais. Ok. Bon, on arrive sur la fin de la session. Je vais te poser une dernière question, que c'est un peu la question que je pose à tout le monde. C'est du coup, si tu avais un jeune en face de toi, un collégien, un lycéen qui veut devenir ingénieur du son, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Quel parcours faudrait faire selon toi pour arriver à où est-ce que tu en es? Bah, je lui dirais de prendre un max de conseils à droite à gauche, d'écouter plein de gens et pas une seule personne, d'aller bosser sur le terrain, d'essayer de se faire des contacts à droite à gauche pour essayer d'être placé, même juste pour observer, même s'il prend pas la perche, qu'il travaille pas, mais juste qu'il n'hésite pas à aller poser des questions, qu'il essaye de se mettre sur des projets, par exemple, s'il veut faire un court métrage, qu'il écrive quelque chose et comme ça il voit comment les gens travaillent au son dessus, comme ça il peut apprendre ce qu'il va devoir faire. Ou alors, s'il fait de la musique, qu'il aille en studio, il observe l'ingé son travailler et qu'il demande toujours des conseils à droite à gauche. Mais jamais, jamais, jamais se fier à une seule personne parce qu'on a tous une manière de travailler qui est différente. On a tous un parcours qui est différent et après, bah, c'est à toi de trouver ce qui te convient en ayant entendu des avis différents et en faisant le tri dans tout ça, quoi. Ok. Et donc, comment on fait justement bah, pour rentrer sur le terrain, pour rencontrer du monde, rencontrer les ingénieurs du son, tout ça, quels sont les moyens? Alors ça peut être le bouche à oreille, tu vois, quand tu dis à tes potes ou à ta famille que tu es intéressé par ce domaine, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc ils vont te mettre en contact. Ou alors quand tu vas à un concert, tu vois qu'il y a un ingé son qui est sur place, tu vas le voir et si il a le temps, si tu l'embêtes pas, si tu vois qu'il fait rien, tu vas lui poser deux, trois questions. Ça peut être, si tu vois qu'il y a un tournage qui se passe dans la rue, que ce soit un tournage amateur ou une grosse prod. En général, les grosses prods, on évite, mais quand c'est un tournage amateur, tu vas sur place, tu regardes un petit peu sans déranger, toujours sans déranger, parce que nous, vraiment, on n'aime pas quand il y a des gens, et on aime encore moins quand ils viennent nous poser des questions, mais pas dans le sens où on n'aime pas ça, c'est plus dans le sens où c'est pas, ça va nous mettre en retard sur le projet, tu vois. Moi, je sais que j'ai tout le temps mon casque sur les oreilles et les gens, ils viennent me poser des questions à moi qui ai mon casque sur les oreilles pour savoir c'est quoi comme film qui est tourné. Hmm. Genre, non, je suis en train de travailler, tu vois, j'ai un casque, je vais pas t'entendre. Ouais. Par contre, si tu vois que je suis en pause, n'hésite pas à venir me voir et à me dire, excuse-moi, j'ai vu que vous tourniez un truc, je suis intéressé par le son. Et là, il faut que ce soit très bref parce qu'on est dans un milieu où on joue contre la montre. On a, on est énormément pris par le temps et du coup, notre pause, elle peut se finir à tout moment. Et parfois, si on est en pause, c'est pas qu'on est en pause, c'est qu'on attend que le plan finisse d'être installé, que la cam est placée, la lumière est placée et après on attaque. Donc on n'a pas non plus 10 minutes à t'accorder. Ça va être une question brève, on a peut-être 2 minutes pour parler. À ce moment-là, on peut s'échanger notre contact et après on revient dessus. En conférence, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a un parent qui est venu me voir qui m'a dit mon fils est intéressé par l'audiovisuel, il veut faire du son, ce serait quoi le parcours? Je lui ai dit bah écoute tiens, ça c'est mon numéro, tu lui dis qu'il m'envoie un message et je lui expliquerai.
Et Ouais. voilà. Donc faut oser aller justement vers les gens, vers les Ouais. gens qui bossent. Faut pas avoir peur Et puis, de. c'est ça, il faut oser démarcher et oser se prendre des noms parce que forcément, il y aura une majorité de gens qui vont te dire j'ai pas le temps, je travaille. Et c'est pas, c'est pas qu'on veut pas, hein, c'est que vraiment on est pris par le temps sur les tournages et tout. On n'a pas toujours le temps et après, s'il y a quelqu'un qui se fait engueuler, bah, c'est nous. On s'en prend plein la gueule parce qu'on a voulu aider quelqu'un. Donc c'est pas. Si on dit non, c'est pas qu'on est fermé. C'est que vraiment là, à ce moment-là, on peut pas. Et surtout, bah, quand les gens sont en train de travailler, c'est quand même délicat d'aller les interrompre. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci en tout cas beaucoup, Skyane, pour tout ton temps. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube où tu fais différents contenus. C'est quoi tes contenus principaux que tu fais? Bah, je parle de son et de musique. Donc il y a comment dire, des cours de guitare, il y a mon travail musical, il y a des reprises. Après, il y a des présentations de matériel, genre de microphone, d'enregistreur. Il y a des tutoriels de mixage. Il y a des petits conseils sur l'audiovisuel. Il y a des trucs comme ça. Ça tourne vraiment autour du son et de la musique. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce que ça t'a plu ce petit moment? Ouais, bah déjà avec grand plaisir, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, tu vois. Un de mes rêves, ce serait d'enseigner dans des écoles, tu vois, donner Ah des ouais? masterclass. Ouais, donner des masterclass à droite à gauche pour expliquer comment ça se passe sur le terrain, comment ça se passe dans le son et tout. Et même juste donner des interviews comme ça sur le métier, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup consommer du making-of, voir comment ça se passe sur les plateaux. Hmm. Donc là, juste par, euh, par la parole, au travers de deux, trois questions, tu peux vraiment faire découvrir ce métier à des gens. Et plus il y aura de gens là-dedans, plus on aura des putains de belles créations, tu vois. S'il y a des super projets qui sortent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu une idée un jour, ils n'avaient pas les moyens de les réaliser. Ils se sont donné les moyens en écoutant des podcasts, en regardant des tutos et tout, et maintenant ils font des choses merveilleuses. Et tu vois, c'est comme ça que tu as eu des projets comme Le Visiteur du Futur qui sont allés au cinéma. Ouais, 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 c'est vrai. Carrément. Bah, merci beaucoup, Skyern, en tout cas. Donc, n'hésitez Avec pas à aller plaisir. sur sa chaîne YouTube pour en savoir plus, justement, sur ce que tu fais. D'ailleurs, il y a la série, je sais plus comment tu l'appelles, je filme, je te montre une Non, je journée, crois que je t'emmène avec moi, je sais plus quoi. non, je crois que c'est une journée avec moi sur le terrain. Oui, Je voilà, crois que c'est ça un truc s'appelle. comme ça, c'est exactement ça. Où justement, il vous emmène un peu sur le terrain et tu vois vraiment en pratique ce que tu fais, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Skyern, et puis bah, à bientôt, peut-être. Bah ouais, 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 carrément. Avec grand plaisir. Et merci à toi pour l'invite. Merci à toi, salut. Ciao. Ciao. Et donc nous, on se retrouve pour la dernière session là dans 1 heure à peu près avec Théo Fernandez. Donc Théo Fernandez qui est acteur, toujours comédien d'ailleurs, qui a joué pour Les Tuches, sur la série Les Tuches, qui va nous raconter bah, justement tout ce qu'on n'a toujours pas vu pour l'instant sur le forum, c'est-à-dire bah, les métiers du comédien, les métiers devant la caméra, c'est ça qu'on va pouvoir voir avec lui. C'est tout à l'heure à 21 h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour la dernière du forum des Abidjan. Et après on se quittera pour cette année, peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. Donc à tout à l'heure pour ceux qui restent, salut.